2 mois après, j'ai reçu le mail qui me disait, bah écoute, on serait ravis de bosser avec toi. Voici le contrat. Dis-nous si ça te convient, si c'est OK. Tu le trouveras en pièce jointe et tout. Je l'ai reçu, j'étais en vacances, j'ai chialé. Vraiment, je l'avais, j'ai vraiment chialé parce que ça y est, c'était des années et des années à en chier qui partent. Quand j'ai appris qu'il faisait un jeu de cartes dans l'univers de The Witcher, j'ai cru que c'était une blague. Pour moi, c'était juste un rêve qui devenait réalité, donc j'ai juste pas hésité. Et ils m'ont vraiment aidé sur tout. Donc ils m'ont indemnisé les billets de bateau pour venir. Ils m'ont fait les visites d'appart en visio. Merci d'être là pour ce 3e épisode de Brush and Love. Déjà 3 épisodes de notre petite émission. Ça me fait comme toujours très plaisir de vous retrouver. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Brush and Love. Je rappelle très rapidement le concept de l'émission. Donc il y a une première saison qui est en cours de diffusion. On est à l'épisode 3 sur 5 et c'est un mercredi sur 2. On se retrouve sur Twitch avec à chaque fois des invités différents pour discuter d'un thème différent, qui a bien sûr un rapport avec l'art numérique ou en tout cas avec la vie des artistes. Au passage, merci à Johan qui s'occupe de la régie ce soir, merci également aux modérateurs, je sais qu'il y a Erinor et Encelade sur, peut-être Chaz aussi. En tout cas, merci à eux pour le petit coup de main et je rappelle d'ailleurs au passage que la majorité des activités et des choses qui sont proposées sur DPS sont possibles grâce à un travail d'équipe, même si c'est souvent uniquement moi qu'on voit. On va donc se retrouver pour discuter d'un nouveau thème, poursuivre son rêve à l'étranger. Voilà, donc là on est avec Lorenzo Mastroianni, qui était déjà sur la chaîne YouTube 3 fois avant, donc là c'est sa 4e intervention en vidéo sur la chaîne, et Gauthier Villet, qui a le double pseudo de Gut, voilà, plus facile à retenir. Donc salut Lorenzo, salut Gauthier. Salut Merci à tous. d'être avec nous. Le but de ce soir, en tout cas de l'émission de ce soir, ça va être bien sûr d'interagir avec la communauté. C'est pour ça que je vous encourage vivement à utiliser le chat. Posez vos questions, réagissez, ça sert à ça. On va notamment parler, à toi Lorenzo et à toi Gauthier, de votre parcours professionnel, notamment d'un gros changement de vie que vous avez osé faire, que vous avez eu le courage de faire, il y a maintenant déjà quelques années. C'est celui de rejoindre un studio de concept art ou d'illustration dans un pays étranger. Donc ça va être vraiment ça le cœur de notre petit débat, de notre échange de ce soir. Parce que très souvent, ça peut arriver effectivement que pour les artistes professionnels, si on veut des belles opportunités et faire évoluer sa carrière, quelquefois, il faut chercher ou accepter des postes qui peuvent être à l'étranger. Ça peut être un sacré tremplin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, Lorenzo Gauthier ? Ouais. Et c'est non seulement un sacré tremplin, mais c'est une chance qu'on a dans notre boulot de pouvoir postuler comme ça à l'étranger. Personnellement, j'avais pas du tout pensé à ça en choisissant cette carrière, mais dès que j'ai réalisé, mais attends voir, en fait, je peux bosser de là où je veux. C'était juste, ouais, une grosse réalisation de la chance qu'on a, quoi. Donc ouais, c'est. Donc, toi, tu vois ça plus comme une chance. Parce que je sais qu'il y a des gens peut-être un peu moins indépendants, peut-être un peu plus introvertis, pour qui ce serait quand même un gros frein. Je pense notamment au frein de la langue. Pour toi, c'est juste une chance. Tu n'as pas eu trop d'appréhension, justement, lorsque tu t'es dit, tiens, il va peut-être falloir que je change de pays pour aller en Pologne. Pas d'inquiétude d'ailleurs au passage, on va rappeler tout de suite le contexte et qui sont nos deux invités. Et ouais, non, carrément, j'avais envie de ça depuis toujours, en fait. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Quand même, en France, on a la chance, si on veut bosser en France, de pouvoir bosser en France quand même. Contrairement à certains pays, on a quand même pas mal de studios pas dégueux de jeux vidéo, parce que bon, là, nous deux, on fait partie de studios de jeux vidéo, mais bon, on pourrait parler d'autres types de studios, sans problème. Donc j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent depuis le Canada, des Québécois peut-être, mais pareil, même remarque quoi. Il y a pas mal de studios, encore plus même là-bas. Ouais. Donc j'ai envie de dire, on est chanceux quoi. Ouais, donc on a la chance de pouvoir soit bosser depuis la France, soit un autre pays quoi. Après le truc aussi, je trouve, non c'est moi, hein, mais c'est qu'en France, on a aussi énormément d'écoles de formation et de trucs comme ça qui se font. Ce qui fait que malgré le fait qu'il y ait énormément d'élèves, énormément de studios, il y a énormément d'élèves, d'apprenants et de gens qui sortent de là. Ce qui fait que je ne sais pas s'il y a plus d'opportunités au final en termes de ratio. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et après,
À vous de me dire, c'est vous qui êtes dans d'autres pays, mais il me semble en tout cas que à l'international, les artistes français sont justement plutôt bien vus, plutôt bien reconnus en termes de compétences. J'ai toujours vu passer ça. On est quand même très nombreux, ça, même si tu regardes les grands noms hein, qu'on peut voir passer, genre Lorenzo Mastroianni, Gauthier Villet, Raphaël Lacoste, etc. C'est qu'il y a pas mal d'artistes français, ou en tout cas francophones dans le lot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est un constat. Mais maintenant, est-ce que c'est le fait qu'ils soient français, qui sont réputés? Je pense pas. Je pense que c'est juste les mecs, ils ont taffé, ils ont les skills et voilà. Maintenant, cocorico ou pas, je sais pas si c'est réellement lié. Enfin, en tout Ouais. cas, Bah, comme tu l'as dit, on a quand même beaucoup d'écoles. Donc déjà, on a beaucoup de gens qui se forment. Si tu prends la Biélorussie, par exemple, bon, je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui s'exportent dans les studios à l'étranger, mais bon. Je c'est pense vrai. que en France, on est connu pour un truc. Bon, déjà, au niveau animation, on se pose là quand même, parce qu'il y a des écoles comme les Gobelins, l'ESMA, des bonnes écoles comme ça. Et donc ça, je sais qu'à l'étranger, ils connaissent très bien ça. Et en particulier maintenant avec YouTube, quand voilà, les vidéos font le buzz, donc tout le monde connaît ces grandes écoles. Mais surtout, je trouve que ce que les gens retiennent de la France, c'est pas forcément une technique super ouf, mais plutôt un style très unique. Genre, je trouve qu'en France, comparé aux autres pays, on a tendance à pousser les gens à trouver leur propre style. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout présent, par exemple, en Russie. Moi, j'ai plein de potes russes qui sont des tueurs absolus en technique. Et c'est parce que dans leurs écoles, ils enfoncent le clou vraiment en ce qui concerne la technique, surtout ça, quoi. Bon, moi personnellement, j'aurais préféré qu'on m'apprenne plus l'anatomie et des trucs vraiment académiques tant que j'étais en France, mais bon. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, avant qu'on commence, plutôt qu'on continue à creuser le sujet, on va quand même faire les choses un peu dans l'ordre. On va commencer simplement par présenter nos deux invités, puisque tout le monde ne vous connaît pas forcément. Donc Lorenzo, comme je l'ai dit, toi tu étais déjà passé sur la chaîne YouTube, tu avais déjà été interviewé. Tu vas pouvoir nous reparler un petit peu de ton parcours et de ce que tu fais. Gauthier, c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne. Donc tu es aussi concept artiste, tu es aussi allé dans un autre pays. Et d'ailleurs, je vais te laisser te présenter à tout le monde si tu veux bien. Eh ben allez, ça part. Eh ben déjà, salut la commu. Euh, donc, bah, moi, c'est Gauthier Villers, de son nom. Donc, je suis concept artiste et illustrateur pour un studio qui s'appelle Hunted Cow, dans le nord de l'Écosse, actuellement. Et j'ai été formé par une école en Belgique, l'HEAJ, ceux qui en font partie se reconnaîtront. Je suis passé par DP School. Et je suis passé par une autre école en ligne que je ne citerai pas parce que je la déconseille fortement. Voilà. Ensuite, ça fait 2 ans que je travaille là-bas. Voilà. Et pour ce qui est du recrutement en tant que tel, je pense qu'on va en parler après, un peu comment ça s'est passé, Tout à fait, tout à tout ça. fait. Voilà. Est-ce que, à tout hasard, tu pourrais peut-être nous partager ton écran et nous montrer certains de tes travaux, certaines de tes Euh, créations? je vais répondre par l'affirmative. On est bon. Donc voilà, donc ça, ce sont mes derniers travaux, on va dire. Donc c'est mon portfolio. C'est ce que j'envoie encore aujourd'hui quand je veux essayer de me faire recruter dans d'autres studios éventuellement, ou montrer ce que je fais de mieux. Et sinon, j'ai mon carnet de sketch qui est mon Instagram ici, où il y a un peu plus mes études et les trucs comme ça que je balance, mes essais, des work in progress et des choses dans le genre. Mais on va dire que dans mes derniers travaux, il y a donc ce truc-là, Mhm. voilà, que j'avais bien aimé faire, tout simplement. Ça, c'est un gros projet sur lequel je travaille que je n'ai pas fini, qui est refaire l'école de Durmstrang de l'univers de Harry Potter. Donc, elle n'existe pas visuellement, elle est juste décrite par quelques lignes. Et donc, je me suis dit, bah allez, let's go, on essaye. Donc, en prenant des grosses refs architecturales, des trucs comme ça. Donc, je me suis fait une grosse base 3D qu'on peut voir ici, et où je suis repassé dessus en Paintover derrière. Et le but, ça va être de faire plusieurs angles de caméra dans plusieurs atmosphères différentes, avec vraiment plusieurs moments de la journée, différentes actions qui s'y passent et des choses comme ça, qu'on puisse, justement, en fait, que je m'entraîne et que ça m'amuse,
tout simplement. C'est un projet que j'aime bien. Et voilà, là, on peut voir un peu des planches de concept. Je me suis amusé à me faire un vrai faux projet, on va dire, de concept art. Et des fois, je fais aussi juste, sans base 3D, juste du painting, que j'appelle tradigital, où j'essaye d'imiter un peu le style traditionnel en digital. Et voilà, ce genre de truc. Un tyrannide. Ouais, les fans de Warhammer reconnaîtront certains, Génial. J'adore certains trucs. celui-là. Voilà. Et là, un roi des tombes, parce que je suis moi-même joueur roi des tombes. Voilà. Et ils vont revenir, ils vont revenir. Oui, j'allais dire, t'es patient parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus là. Ouais, enfin, je dis joueur, c'était il y a au moins tout ça. Et donc voilà, un petit truc pour un petit fan art aussi ici que je m'étais bien amusé à faire. Où là, c'est plus du photobash, où je me suis amusé à caler des textures, des machins comme ça. Mais voilà, sans base 3D. Et sinon, bah, enfin voilà, il y a d'autres projets derrière. Abonnez-vous, mettez un pouce, je sais pas comment on dit, mais allez, soyez curieux. De toute C'est la façon, clé. tes liens ont déjà été partagés par Yohan dans le chat. De toute manière, on Ah, bah remettra voilà, tous les liens de chaque artiste Gentil. sous la vidéo YouTube lorsque ce sera posté en replay, donc vous pourrez tout retrouver de toute manière. En tout cas, très cool ton portfolio, hein, Gauthier. Très belle évolution d'ailleurs, parce que moi, bah, comme tu l'as dit, je te connais depuis un petit bout de temps maintenant. Entre autres parce que c'est vrai que tu étais, élève de la partie 1 sur DPS, j'y pensais même plus. Mais c'est vrai que depuis, tu as connu une belle évolution en flèche. Et j'aurais justement des questions à ce sujet, mais on va garder ça pour après. On va peut-être laisser la parole à Lorenzo pour se représenter auprès de ceux qui ne le connaîtraient pas. Bah ouais, pas de problème. Alors moi, j'avais préparé les. À chaque fois qu'on se fait une petite vidéo, je refarfouille dans mes vieux dossiers. Et là, à chaque fois, je redécouvre des trucs. Et je vais partager, mais je vous préviens, j'avais préparé des casseroles, moi. Hein. Ah, mais c'est très bien. On aime les casseroles sur DPS. Balancer casserole. En fait, je vois que sur le Mac, là, il me le trie par année, donc c'est absolument fantastique. Ça me permet de voir que j'ai commencé en. Bah, moi, ok, déjà, je vais me présenter vite fait avant de commencer à montrer les casseroles. Donc, moi, c'est Lorenzo. Je viens à la base de Montpellier. Et j'ai fait mes études à IPESA, qui était à l'époque une école d'art appliqué privée. Donc plutôt chéros, hein, mais c'était très sympa. Mais à l'époque, j'avais rejoint la section illustration de cette école qui venait d'être créée, parce que voilà, je voulais être illustrateur. 2 ans après avoir quitté cette école et eu mon diplôme, ils ont d'ailleurs créé la section concept art. Donc là, j'étais un petit peu dégoûté que ça arrive juste après que j'y sois passé, parce que c'est vraiment une des choses que je voulais faire. Mais bon, passons. Et du coup, tu vas pouvoir aller vers le bas parce que c'est les trucs les plus vieux, donc mieux vaut commencer par ce qu'il y a de plus vieux. Mais en gros, ça, voilà, le tout dernier, c'était un des derniers artworks que j'ai fait avant de rejoindre CD Projekt. Donc, il y a clairement eu un avant-après pour moi avant de rejoindre ce studio. Mais en gros, si je devais résumer, au sortir de l'école, je faisais un petit peu voilà, tout ce que je pouvais trouver, quoi. J'alternais entre boulot d'illustrateur, boulot de concept artiste, c'était vraiment très 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 rare, et des trucs type affiches pour les mairies et ce genre de trucs, quoi. Je prenais absolument tout ce qui me tombait sous la main. Et d'ailleurs, mon école m'avait c'était un peu défaitiste de leur part, mais ils m'avaient conseillé de faire plusieurs portfolios, donc un plutôt en mode illustrateur et un plutôt en mode design, quoi. Donc pendant très longtemps, et d'ailleurs jusqu'à ce que je déménage en Pologne, j'avais 2 portfolios, un de design et un d'illustration. Alors celui de design, je ne sais pas où il est, mais j'ai pas envie d'en entendre parler. Et donc voilà, je bossais pour voilà, l'édition de romans français, beaucoup pour le monde du jeu de rôle papier français, anglais, américain et tout ça. Et je gardais au fond de moi le rêve de bosser pour un studio de jeux vidéo. Et habitant Montpellier, c'était plutôt réaliste voilà, d'un jour finir dans un studio là-bas, parce que je rappelle qu'il y a quand même Ubisoft, c'est la ville où Ubisoft a été créé.
et puis une flopée d'autres petits studios indépendants. Et d'ailleurs, juste avant de rejoindre CD Projekt, j'avais eu un entretien pour bosser pour un jeu Rayman. Et à l'époque, j'avais un portfolio qui était orienté avec moitié des trucs un petit peu cartoon et d'autres beaucoup plus fantasy, réaliste, sombre. Et finalement, j'ai pas eu le boulot. J'ai pas eu le boulot parce que j'avais pas assez d'expérience. Et oui, j'avais aucune expérience en tant que concept artiste. Et donc, voilà, c'était le moment de ma vie où j'étais un peu désespéré parce que j'étais vraiment en rate de thunes. Je payais mon loyer difficilement, il fallait que je commence à rembourser. Enfin, ça faisait déjà quelques années que je remboursais mon emprunt. Alors, l'air de rien, ça s'accumulait. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir une proposition de CD Projekt. Voilà. Donc, du coup, on peut enchaîner sur les autres parce qu'après tout le reste, c'est la plupart des illustrations, c'est du CD Projekt. Alors, j'ai rejoint l'équipe de Gwent. C'est un projet de jeu de cartes. Et pour moi, c'était absolument un rêve parce que une des raisons qui m'a fait choisir la carrière d'illustrateur, c'est mon amour pour le jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Et un de mes rêves, c'était de bosser un jour pour le studio qui a fait The Witcher. Alors quand j'ai appris qu'il faisait un jeu de cartes dans l'univers de The Witcher, j'ai cru que c'était une blague. Pour moi, c'était juste un rêve qui devenait réalité, donc j'ai juste pas hésité. Et quand ils m'ont proposé de partir les rejoindre, alors, j'ai dit ouais, dès que je peux, quoi. Donc le mois d'après, j'étais déjà en Pologne. Ah ouais, rapide. Et donc voilà, là on peut voir un petit peu tous les travaux que j'ai fait pour Gwent, avec différentes techniques utilisées. Alors on peut voir que certaines illustrations sont pas mal riches en photo-bashing, d'autres sont au contraire 100% peintes. Alors je ne sais pas si ça se voit forcément, hein, mais en général c'est plutôt un mix des deux. Mais voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre, voilà, Toujours aussi impressionnant de voir tes travaux. Et au passage, j'ai été surpris de voir que ça fait déjà 7 ans que tu as réalisé certaines créations et que tu es déjà du coup chez CD Projekt. Ouais. Oh, passe vite. Alors, j'ai bossé pour Gwent pendant 5 ans, je crois. Quelque chose comme 3 ans en tant qu'illustrateur, avec de temps en temps des petits tafs de concept artiste, parce que parfois on crée des personnages qui ont besoin d'être designés un petit peu plus en profondeur, surtout que certains personnages étaient modélisés en 3D. Mais bon, c'était pas du boulot de concept artiste super intéressant. Après 3 ans, je suis passé lead, donc on peut dire en quelque sorte manager de l'équipe. Donc là, c'était assez différent. J'avais beaucoup moins de temps pour bosser sur les illustrations, donc j'ai un petit peu ralenti à ce moment-là. C'est difficile d'avoir les deux casquettes. Et depuis 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça, j'ai rejoint un nouveau projet pour CD Projekt, et cette fois-ci en tant que concept artiste. Alors, comme toi, Gauthier, je vais rien pouvoir montrer de ce projet-là, bien sûr, parce que tout est secret. Mais bon, c'est plus... Mais ça a été annoncé que c'est le prochain Witcher, donc ça, je peux le dire. Ah. Plutôt cool comme projet, plutôt cool. Ouais, moi vraiment ça a toujours été mon rêve quand je dessinais dans ma chambre à Montpellier pour les jeux de rôle, je bavais devant les artbooks de The Witcher 2. À l'époque, c'était celui qui venait de sortir, et juste je copiais des éléments de design, j'étais juste à fond. Ouais, maintenant tu seras dans l'artbook de The Witcher 4. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est sympa. Donc ouais, si on descend, on peut voir de temps en temps, je mets des gifs pour montrer un petit peu le processus de réalisation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, ça par exemple, c'est ce qu'on appelle un key visual. Donc c'est le visuel principal d'une extension de Gwent. Donc c'est
pour moi, c'était la chance de pouvoir faire un format un peu différent parce que, comme vous pouvez le voir, le format est vertical, ce qui est pas forcément ultra pratique pour tous les sujets c'est très pratique pour les personnages, mais pour tout le reste, c'est un petit peu plus compliqué. J'adore les toutes petites touches bleutées, violacées qu'il y a autour des doigts, machin, un peu partout là. Je trouve ça beaucoup trop classe. Merci. Et peut-être que tu peux faire un petit saut en avant et voir dans les travaux un peu plus récents, parce que du coup, à un moment, j'ai rejoint aussi l'équipe de Magic. Donc, Ça commence où, Magic? Par exemple là, ouais, ce vampire là, t'y étais avec la robe rouge. Ah non, juste après. Mais celle-là aussi, c'est du Magic. Donc voilà, ça c'était un autre rêve que j'avais, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis devenu illustrateur. C'était moi, gamin, qui joue au jeu et qui réalise que toutes ces cartes sont dessinées par des vraies personnes, parce que le nom de la personne est en bas de la carte. Pour moi, c'était une grosse réalisation, ben voilà, de me dire que des gens faisaient ce métier. Donc voilà, il y a Magic et un petit peu plus tard aussi pareil, gros fan de l'univers de Warhammer, donc encore une fois super content de travailler avec eux. Voilà, là on peut voir une couverture, une double couverture d'ailleurs, c'est 2 bouquins. Eh ben, du coup, tu as réalisé Warhammer, The Witcher, Magic. Du coup, maintenant, tu n'as plus de rêve à réaliser. Là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, c'est quoi ton objectif? J'ai plus que l'alcool maintenant. Ah bah voilà. En Pologne, un élevage de chèvres dans le Cantal. Ah oui, non, mais là, c'est le rêve absolu, c'est clair. Ah bah, très très cool. Bah, je vous propose qu'on passe du coup au sujet, au vif du sujet de ce soir, à savoir, là forcément il y a une flopée de questions qui me viennent, hein, il y en aura peut-être d'autres ensuite dans le chat, mais à commencer par déjà comment vous êtes rentré dans ce studio. Est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui avez postulé? Comment vous vous êtes senti? Quel était votre niveau artistique à ce moment-là? Comment s'est passé le déménagement, le début, la barrière de la langue? Bref, il y a plein de choses à raconter. Du coup, je vais vous laisser la parole et Igot, on va commencer par toi, si tu veux bien. Comme ça, on alterne un petit peu la parole. Allez. Donc, je me souviens, c'était en 2020. Alors, je sortais justement de la deuxième école en ligne que je déconseille, qui s'appelle Artline. Et donc, de là, j'avais quand même eu cette chance. Alors, je suis peut-être un des seuls qui peut dire ça. Enfin, on n'est pas nombreux, je pense, mais à être content qu'il y ait eu le Covid. Parce que, en gros, moi, ça m'a permis de pouvoir stopper le taf alimentaire sur lequel j'étais, où j'étais revenu. Enfin, c'était un peu la galère. Pareil, je galérais. Hein, je n'avais pas le niveau nécessaire pour rentrer dans des studios. J'avais pas tout ça. Donc, à un moment, il faut bien se nourrir. Et donc, j'étais sur un gros taf alimentaire qui me minait le moral, qui me prenait de l'énergie, du temps, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Ouais, beaucoup connaissent, malheureusement. Voilà. Et donc, est arrivé le Covid qui m'a permis d'avoir, on va dire, 3 mois de pause où j'ai pu me focus à fond sur mon projet de fin d'études et où c'est là que j'ai tout donné. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un projet, un vrai faux projet, comme je les appelle, où je me mets en condition, même si je n'avais jamais bossé dans un studio. Je me suis juste dit, bon, bah voilà, je vais m'imaginer en prod, qu'on crée un univers, peu importe si c'est pour le moment jeux vidéo, cinéma, machin, juste je crée un univers. Donc de là, je me suis dit, il me faut un personnage principal, il me faut un antagoniste, il me faudra peut-être un peu d'enviro, un peu des créatures à affronter. Enfin voilà, je me suis dit comme ça, je montre que je peux faire un peu de tout dans mon style, et puis let's go, advienne que pourra. Et donc de là, donc je vais vous partager ce que j'avais fait. Et du coup, ce dont tu parles, c'était un truc que tu faisais surtout pour le plaisir ou surtout dans le but d'enrichir ton portfolio Eh ben, il y a 3 buts. Le plaisir, le projet de fin d'études et le folio. C'était vraiment les 3 en même temps. Je me suis dit, bah là, vu on avait quartier libre, j'ai fait, bah, let's go faire un truc que je kiffe, quoi. Donc en gros, ça, c'est 2 projets que j'ai laissés dans mon portfolio qui sont ici, qui sont des exercices que j'avais fait à Artline et que j'aime encore bien.
Même si, bon, là, celui-là commence à dater un peu, le photobash est un peu dégueulasse par endroit, je vais bientôt le virer, mais ou le refaire, je vais peut-être le refaire. J'avais pensé à ça aussi, le refaire avec les skills que j'ai maintenant. Ouais, donc ça, voilà, hein, pareil, hein, peut-être le refaire, je sais pas. Enfin, voilà. Et donc arrive mon vrai faux projet. Donc où j'ai fait mon personnage principal, où j'avais fait voilà une planche de concept. En vrai, j'ai fait des trucs genre ça, là, ces attaques-là, je les ai mises là, mais pour faire genre, hein. Elles veulent rien dire. C'est juste, ça fait beau sur la planche de concept. Ça fait un peu, j'ai réfléchi. Enfin, mais j'avais surtout réfléchi, c'était le design du personnage où je passais mes après-midi à gribouiller comme ça, à faire plein d'itérations, vu que je voulais bosser en concept art. Enfin, en fait, je savais pas si je voulais faire concept artiste ou illustrateur. Donc, je me suis dit, autant faire un peu des deux. Chose que je fais maintenant, en fait. Je suis hyper content, j'ai eu la chance d'être embauché pour ça. Donc, je montre que j'ai pas peur de faire des itérations dans tous les sens, pas m'arrêter à un ou deux designs, à aller chercher plus loin avec des bases différentes que je réitère en plus derrière. Voilà, je me suis fait une petite map histoire de me visualiser un peu où vont se passer les choses. Et puis comme ça, je peux créer, en fait, en ayant ici mes différents biomes, je me dis, bah voilà, dans chaque biome, ça se passe comme ça sur Terre et un peu partout, c'est que la vie, si elle existe, elle s'est adaptée. Donc je réfléchis à des biomes différents. Et partant de là, bon là, j'ai fait une petite image de présentation où on voit 3 biomes différents. Ah, elle Très était cool, cool, celle-là, je me celle-là. rappelle. C'était très Voilà, sympa. les montagnes, les plateaux orageux, je crois, j'avais appelé ça. Et ici, c'est les plaines brûlées, un truc dans le genre. C'est un truc volcanique avec des fleuves de lave bleue. Enfin, voilà, j'avais essayé à chaque fois d'amener un tweak, un truc genre les montagnes, les rochers sont vraiment orange, voire rose des fois. Enfin, des trucs comme rien de bien méchant, mais juste histoire d'avoir un petit truc qui change un petit peu, quoi. Ouais, des quichottes, je sais pas pourquoi. J'avais fait ça, mais voilà. Il nous avait demandé de faire un genre de scénario à un moment, donc j'ai fait comme si je faisais une cinématique, un truc. Enfin, ça, je l'ai torché en vraiment vite fait parce que ça m'intéressait pas. Et après, voilà, là, je suis passé dans le vif du sujet. Donc là, j'ai justement les plateaux orageux où je me suis imaginé, je me suis mis en condition, je me suis dit, voilà, il y a des crevasses gigantesques. La vie, elle n'est que dans ces crevasses parce qu'au-dessus, sur les plateaux, c'est des gros orages qui défoncent tout. Donc, comment il peut y avoir la vie à l'intérieur? Donc, je me suis imaginé des immenses arbres qui partent du fond où il y a de l'eau et qui remontent jusqu'au-dessus de la cime, enfin, au-dessus des crevasses, là où il y a les plateaux, quoi. Et avec des peuples qui se sont installés voilà, sur ces arbres et qui sont des peuples de pêcheurs parce qu'il n'y a que de la flotte dans le fond et que la lumière passe pas de trop, donc il n'y a pas énormément de végétation à part des trucs un peu type jungle, bioluminescent, machin. Voilà, des petites Créature. créatures qui peuvent vivre dans cet environnement, qui s'adaptent. Bah, justement, là, il est aussi bioluminescent pour se camoufler un peu dans ces plantes-là que j'ai créées. Voilà, j'avais créé différents petits designs. Là, pareil, c'était un autre biome, donc on repart du même principe. Je crée un biome. Comment les gens se sont adaptés? Donc là, c'était un ancien peuple de nomades qui s'est installé. Donc ils ont utilisé leur vieille voile qui leur servait à se déplacer pour faire des toits et des trucs comme ça. Voilà, des designs de roches, de formes de roches, des designs de plantes qui peuvent vivre dans le froid, qui survivent au froid. Voilà, là, j'avais pris une technique de Bastien Grivet, pour ceux qui connaissent, qui déforme des objets et qui part de tout et n'importe quoi pour créer des designs un peu intéressants. Donc, j'étais parti de ça, puis j'ai pris les shapes qui m'intéressaient. Une créature méchante qui vit sur place, une créature gentille qui vit sur place. Et voilà, je parlais des itérations. Voilà, je montre bien l'appareil aussi que j'ai essayé. Je voulais un truc un peu type gorille, mais je savais pas si je le voulais squelettique, si je le voulais vraiment limite obèse. Est-ce que je le voulais un peu athlétique? Est-ce que je le voulais avec des longs poils, avec des pics, avec des rochers qui rappellent un peu la montagne et tout? Donc j'ai essayé différentes choses avant d'arriver à ce design-là, qui regroupe un peu plein de trucs que j'explique un peu là sur la planche de concept. Donc ça, voilà, c'était mon projet d'études. Et c'est ça, donc c'est ce projet-là de fin d'études qui m'a fait embaucher en fait. Parce que le studio a vu que j'ai pas peur d'essayer des trucs, que j'avais pas peur d'itérer, de passer du temps sur une idée jusqu'à ce que je trouve un truc, des fois un peu moins de temps que d'autres, mais je veux dire, c'est ça qu'ils ont bien aimé. Et que j'utilise aussi des techniques différentes. Je vous montrais là la technique d'avant avec les plantes ici, là, où ça les a un peu intéressés. Le fait que j'utilise
je sais plus, des kiwis, de la papaye, des lampes, des trucs comme ça pour essayer d'avoir un peu des effets et des patterns qui changent un peu de ce qu'on a d'habitude, mais tout en gardant un côté un peu organique. Genre là, ici à droite, c'est une figue, par exemple. Et donc, c'est ces petits trucs-là qui leur avaient bien plu. Et puis après, bah, justement, il y a eu l'interview qui a tout changé. Donc oui, bah, déjà, le mail qui a tout changé. Alors, il faut savoir qu'avant ce mail-là, j'avais envoyé à peu près 400 mails en 2 mois. 400. Ouais. Dont des mails de stage à des artistes que j'estime, comme par exemple Lorenzo Mastroianni. Oh mon Dieu, j'espère que je t'ai répondu. Il m'a répondu. Oh. Il m'a répondu et il m'a dit, enfin justement à l'époque, que c'était très bien, qu'il fallait continuer ce genre d'initiative parce que et qu'il n'y avait pas de raison que je trouve pas de stage et de trucs comme ça, et même si le studio n'embauchait pas, enfin de stagiaires et de trucs comme ça, mais j'avais tenté ma chance aussi de son côté. Ben oui, Voilà, tu mais- m'étonnes que je t'ai répondu qu'il fallait continuer parce que moi, j'envoyais 400 emails par mois. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, mais juste pour dire que faut pas avoir peur, faut y aller. C'est juste, j'ai tenté, j'y pensais pas, je pensais même pas avoir une réponse. Et rien que le fait d'avoir une réponse, déjà, ça faisait plaisir, ça faisait vraiment plaisir. Et donc déjà, bah merci à toi. Mais même juste pour ceux qui écoutent, bah voilà, il faut pas avoir peur d'envoyer, même si après ils vous répondent. En vrai, 95% du temps, ils vont pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas le temps. En fait, dès qu'il y a une offre d'emploi, dans tous les cas, ils reçoivent des centaines de CV par jour. Si c'est de la candidature spontanée, il y a peut-être des chances qu'ils vous répondent pas, et encore. Mais c'est très rare qu'ils vous répondent, donc il faut juste pas lâcher, en fait, et vraiment matraquer, parce que c'est juste une petite chance en plus que ça puisse être un oui, en fait. Donc faut pas hésiter. Voilà. Et donc est venue l'interview avec le studio où il y a ma RH qui a commencé à discuter. Alors moi, à ce moment-là, je postulais partout parce que je voulais quitter la France. C'est voilà, désolé, hein, je suis pas un gros fan de la France à part pour la géographie et la bouffe. Euh, et donc je voulais absolument me barrer de là. J'avais passé 10 ans en Belgique aussi, donc ça a aidé aussi. Et après, voilà, je postulais quand même en France aussi. On ne sait jamais. Hein, de toute façon, là, le but, c'est d'avoir un taf. Avant toute chose, c'est d'avoir un taf que j'aime bien. Et donc, eux répondent pour une interview en anglais, pas sur Skype. Et de là, comment ça s'est passé? Alors, j'avais pas grand-chose à leur montrer, mais donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis toutes les chances de mon côté pour qu'ils acceptent. Donc, j'avais vu qu'ils bossaient sur du Warhammer aussi. Enfin, qui sous-traitait. Enfin, on a fait un jeu Warhammer. Après, Warhammer, il file la licence assez facilement aussi, mais je veux dire, voilà, je voyais qu'il y avait un jeu Warhammer. Donc, c'est le moment où j'ai ressorti toutes mes figurines. Je les ai mises sur l'étagère juste derrière moi pour qu'elles soient dans le cadre. Le petit malin. Ah bah, non, mais on y pense. J'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, tu vois. Et donc, arrive l'interview, on commence à parler, machin. Je lâche 2-3 vannes. Je suis assez détendu, généralement, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Même si derrière, j'étais stressé comme pas possible. Je me suis dit, putain, ça y est, j'ai une interview, faut pas que je la foire. Tu vois. Et donc vient le moment où, ouais, je sais pas si tu connais un peu ce qu'on fait, je sais pas si tu vois Warhammer, machin. Donc je lui pointe du doigt en même temps qu'elle parle mes figurines. Elle fait, ah, mais tu connais. Je fais, ah oui, oui, un chouïa. Et voilà, et le courant est très bien passé. À la fin, je leur ai dit, bah voilà, si jamais ça peut peser dans la balance, je suis français, je peux vous ramener du bon fromage. Ça l'a fait rigoler. Ils ont retenu ça. Ils ont retenu ça. Mais en fait, ce qu'ils ont surtout retenu aussi de cette interview, c'est que bah, ça pouvait potentiellement être agréable de bosser avec moi, bah, parce que voilà, j'ai balancé des petites blagues, des machins, mais tout en restant quand même sérieux derrière, en leur expliquant bah, ce que j'avais en tête, ce que j'aime bien faire, pourquoi j'aimerais bien bosser pour eux, pourquoi eux, ils aimeraient bien bosser avec moi, et choses comme ça, quoi. Enfin, juste essayer de se vendre au maximum, sans pour autant être Petite question. à quatre pattes à terre, quoi. Mais...
Je me permets juste de t'interrompre. T'avais quel niveau en anglais? Est-ce que t'étais parfaitement bilingue? Est-ce que ça te stressait? T'en étais où? Alors, j'avais un niveau suffisant pour comprendre et me faire comprendre, sans pour autant. Alors, mon accent, a priori, j'avais pas un accent français de ce qu'il me disait. Moi, je l'ai bien pris. Après, je sais pas. Mais je sais pas, j'avais quel accent par contre, hein, mais Mais t'en avais un. voilà. Peut-être Mais un accent belge. peut-être. Et, et donc, non, c'est juste. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas mal voyagé, que ce soit enfin, surtout dans des pays qui sont pas anglophones. Donc en Italie, pas mal, en Pologne, pas mal, et en Allemagne, ce qui m'a permis en fait de parler un anglais basique avec des gens qui ont aussi un anglais basique, mais au moins d'avoir cet automatisme, juste d'enchaîner les phrases, d'essayer de comprendre, de si t'as pas un mot, expliquer le mot, etc. Et d'avoir tous ces petits machins qui vont faire que tu as l'air à l'aise, alors que pas du tout. Je veux dire, le vocabulaire, j'en ai pas énormément, juste suffisamment pour me faire comprendre. Encore maintenant, il y a des mots que j'ai pas. Bon, je me suis amélioré, évidemment, maintenant que ça fait 2 ans et demi que je suis là. Mais je veux dire, de base, j'avais un niveau, on va dire, correct. D'accord. Non, mais c'est super intéressant parce que je sais que une des plus grandes barrières, très souvent, c'est quand même la langue. On se dit, ah, on n'est pas parfaitement bilingue, Ouais. on n'est pas capable de parler aussi bien qu'en français, donc ça va forcément être un frein. Et au final, toi, tu nous dis bon, que tu avais un niveau qui était OK, tu arrivais voilà, à tenir une conversation, mais a priori, tu n'étais pas non plus parfaitement fluide et avec beaucoup de Non, vocabulaire. voilà. Après, il faut pas non plus. Enfin, en fait, il faut se dire, voilà, est-ce que j'ai un niveau suffisant pour regarder, par exemple, Netflix sans sous-titres? Ça peut être un truc. Alors, il faut pas regarder non plus des séries qui ont un accent coupé au couteau ou des trucs comme ça, mais je veux dire, si tu es déjà capable de suivre un petit peu ce qui se passe sans forcément comprendre toutes les phrases, mais juste l'intrigue globale et des trucs comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et au pire, je veux dire, il faut pas que tu aies peur de demander de répéter. Ça aussi, enfin, ils le savent, c'est pas ta langue natale, hein, donc ils l'entendent, Ils sont un accent tolérants. dans tous les cas. Donc, il faut juste pas avoir peur de comment ouais, bah, de l'échec, parce que tu peux échouer aussi à l'oral et c'est pas grave. Tu le dis, tu dis pardon, j'ai pas compris, mais au moins ça montre que tu vas pas partir comme une flèche dans une direction qui est complètement fausse. Et ça, Ouais. ça peut les rassurer aussi des fois, je pense. Et puis il y a un autre truc que je voulais dire, pour un peu déstresser peut-être ceux qui n'ont pas trop confiance en leur niveau en anglais, c'est que quand même, quand on rejoint un studio comme ça, au travail, on utilise un langage technique qui, l'air de rien, est en fait un peu plus simple à utiliser parce que en fait tous ces termes techniques, on a un peu l'habitude de les voir quand on travaille sur Photoshop. Moi, quand on parle de values ou de types de calques qui sont en anglais, pour ceux qui ont Photoshop en anglais. D'ailleurs, je vous conseille de mettre votre Photoshop en anglais parce que ça peut aider justement à faciliter Mm. la transition. Mais ce langage technique, voilà, il aide un petit peu au début. Moi, en tout cas, il m'a aidé. Ouais, Ah, super complètement. conseil. Au passage, est-ce que tu peux couper le partage d'écran si tu as terminé, Gauthier? Ça te dérange pas? Comme ça, on Ouais, je regagne un peu de vérifie qualité de juste, webcam. normalement on est bon, mais ouais, voilà, donc moi c'est ce niveau-là que j'avais, graphiquement en tout cas, quand j'ai été embauché ici. Et après, tout ça, c'est des projets perso que j'ai fait et qui n'ont rien à voir avec ce que je fais au studio. Enfin, pas rien à voir, mais juste, c'est pas ce que je fais au studio, quoi. Plus perso, ouais. C'est ça. Du coup, je vais poser une question bête, Lorenzo, parce que donc toi, on a compris, Gauthier, que tu es, en Écosse, donc forcément, langue natale, c'est l'anglais. Mais toi, Lorenzo, tu es parti en Pologne. Tu vas nous raconter d'ailleurs tout ça juste après. Et en Pologne, bah, dans le studio, est-ce qu'on parle polonais? Est-ce qu'on parle anglais? C'est quoi la langue dominante? Parce que j'imagine qu'il y a des artistes de plein de pays différents. Ouais, c'est clairement l'anglais et il y a un truc qui est très sympa avec les Polonais, c'est qu'ils n'ont aucun problème à switcher quand ils voient qu'il y a un Français ou peu importe, un étranger dans la salle. Ils vont avoir tendance à switcher juste pour Une que personne. la personne se sente plus à l'aise. Et ça fait vraiment une grosse différence. Une Ouais, c'est différence. vraiment cool, ouais. En tout cas,
je parle peut-être pour mon équipe parce que j'ai parlé avec d'autres Français qui ont rejoint le studio qui se plaignaient justement de ça, que mon équipe, ils continuent de parler polonais quand je suis là et c'est un peu dommage. J'aimerais bien être un petit peu plus, faire partie de l'équipe, sentir que voilà, que j'importe. Mais moi, je pense que j'ai eu de la chance. C'est un mélange de chance et encore une fois de culture. Là-bas, ils parlent très bien anglais. Ils parlent très bien anglais. Ok. Genre, en gros, si tu t'adresses à une personne qui a moins de 40 ans, il y a 100% de chances que cette personne parle anglais. Ah oui, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. En France, c'est délicat parce que même les gens qui savent parler anglais, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus honte. Ben, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait justement un peu de l'apprentissage et du niveau en anglais. C'est que je trouve qu'il y a un truc malheureux en France, c'est le jugement de l'autre. Quand quelqu'un essaye de bien parler anglais, que ce soit dans les classes, dans les trucs comme ça. Enfin, même moi, je me souviens, je suis passé par là aussi. Quand quelqu'un essayait de faire l'accent comme faisait le prof et tout, t'avais tout le monde qui le regardait, genre, mais qu'est-ce qu'il fout? Arrête de te la péter. Enfin, tu vois, Ouais, alors c'est qu'en vrai. fait, bah ouais, alors qu'en J'avais fait, oublié. non, il se la pète pas, il essaye vraiment, tu vois. Ouais. Et je trouve que, enfin, il faudrait encourager vraiment les gens à parler et à essayer de bien le parler, en fait, parce que après, bah, ça facilite énormément la chose et même juste démystifier l'anglais, quoi, de manière globale, ou même les langues en règle générale. Mais c'est vrai que ce jugement-là, je me suis souvenu, je sais plus où on en parlait, mais où on s'est souvenu tous ensemble que, ah putain, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, il y avait. Alors, j'imagine, c'est toujours un peu comme ça, mais peut-être un peu moins maintenant parce que l'anglais est un peu plus présent, que ce soit sur les réseaux, enfin, ne serait-ce que dans les hashtags, les machins, les trucs comme ça. Enfin, on suit plus de trucs internationaux il y a quoi, il y a 12-13 ans, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc-là De niveler par le bas. Non, Ouais, il parle ouais, trop bien putain, anglais. Oh. ouais, Mais genre, putain, il se la pète, quoi. et n'ayez vraiment pas honte de votre accent. Si vous avez un accent à couper au couteau en anglais, un accent français, franchement, n'ayez vraiment pas honte parce que à l'étranger, tout le monde s'en fout. Justement, en fait, c'est en France qu'on a ces complexes, mais à l'étranger, les gens s'en foutent complètement. Au contraire, c'est un charme d'avoir un accent. Bon, bien sûr, vous serez peut-être légèrement plus difficile à comprendre, mais ça passe très bien. J'ai une amie française à Varsovie qui a l'accent français le plus fort que j'ai jamais entendu de ma vie, et il n'y a aucun problème. Elle a jamais vraiment progressé, elle n'essaye pas, et il n'y a pas de problème. Elle a plein d'amis étrangers, et elle se fait comprendre sans aucun souci. Ouais. Au Bah, je moins, elle pense aussi essaye. que. Enfin, je veux dire, elle parle. Et c'est ce C'est ça. truc-là qu'il faut. J'ai l'habitude de plaisanter qu'elle parle, français avec des mots English. anglais. Ah ouais. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Après, je pense aussi qu'on a un peu cette habitude en France, enfin en tout cas, moi je l'ai toujours ressenti très fort, cette peur de l'échec, mais dans un petit peu tous les domaines. Et c'est vrai que on a du coup un peu cette peur de se lancer dans une discussion en anglais, d'avoir un accent pourri, de chercher ses mots. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs le commentaire dans le chat de Dark Ines, qui nous disait personnellement, j'ai tellement honte de mon élocution, prononciation en anglais, que je préfère me taire, même si je comprends la langue. Et ça, c'est quand même très très français, hein, justement de pas oser. Et d'ailleurs, moi le Et premier, c'est hein, dommage. j'ai longtemps, j'osais pas interagir pardon, dans une conversation en anglais à cause de ça. Alors qu'au final, à chaque fois, on m'a dit, ah, bah, en fait, tu parles très bien, et voilà, et puis on t'encourage, et puis au final, c'est comme ça que ça vient petit à petit. Allez, est-ce que tu avais encore des choses à nous dire, Gauthier? Parce que je pense que là, c'était pas terminé, on était où à Non, c'était à ton Lorenzo, là. interview. Non, c'était Lorenzo qui parlait de la Pologne. Ouais, parce qu'on a enchaîné sur la langue, mais du coup, t'as juste eu l'interview, t'as été pris, Ah, tout s'est pardon, terminé oui, comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Bah oui, Gauthier. Eh ben, écoute, oui, donc j'ai eu l'interview. Et ouais, bah, 2 mois après, j'ai reçu le mail qui me disait, bah écoute, on serait ravi de bosser avec toi. Voici le contrat. Dis-nous si ça te convient, si c'est OK. Tu le trouveras en pièce jointe et tout. Je l'ai reçu, j'étais en vacances, j'ai chialé. Vraiment, je l'avais, j'ai vraiment chialé parce que ça y est, c'était des années et des années à en chier qui partent. Parce qu'en plus, j'ai signé directement un CDI, donc moi, j'y croyais pas. Dans le job que je veux, c'est-à-dire concept art et illustration, pas l'un ou l'autre. Donc c'est trop bien parce que pour moi, les deux se servent l'un l'autre en fait. Les deux ont des pour et des contre et les deux
Enfin, Sont complémentaires. ouais, vraiment, voilà, c'est ça, sont complémentaires. Et donc vraiment, quand je l'ai eu, c'est. Et puis même la pression, moi j'avais la pression familiale aussi, ça faisait des années où j'avais les parents derrière qui étaient là, ouais, mais bon, enfin, t'as quand même un diplôme, ce serait bien de trouver. J'étais là, ouais, ça marche pas comme ça, hélas. Et donc là, vraiment, l'épée de Damoclès qui éclate et toute la pression qui retombe d'un coup. Ça m'a fait trop du bien. Puis directement, évidemment, j'ai appelé les parents dans la foulée, j'ai appelé les grands-parents. Tous ont pleuré avec moi. C'est la quoi cette famille? dégringolade. Et voilà. Et, 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 et bah oui, bah après j'ai signé. Alors, je leur avais demandé un peu comment ça se passait pour le déménagement, un peu. Est-ce qu'ils aidaient? Est-ce qu'ils aident à la fois pour financièrement, pour les démarches administratives? Parce que bon, faut savoir que j'ai le démon avec tout ce qui est administratif, mais plus que vous. Je vous vois qui. Ouais, moi aussi. Non, non, plus que vous. Vraiment. Et donc voilà, et ils m'ont vraiment aidé sur tout. Donc ils m'ont indemnisé les billets de bateau pour venir, parce que moi j'ai décidé de venir m'installer, de charger la voiture à fond et de faire la route avec mon père. Ah, la Donc ils m'ont. classe. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, ouais, on avait la voiture pleine à craquer avec le matelas, les trucs au-dessus. Enfin, vraiment, le truc, tu pouvais même plus glisser une chaussure à la fin dans l'habitacle. Et voilà, donc ils m'ont indemnisé le voyage. Ils m'ont trouvé, ils m'ont fait les visites d'appart en visio en me demandant si j'avais des trucs absolument que je voulais qu'on vérifie, des trucs que je voulais absolument pas avoir dans un appart ou des trucs comme ça. Enfin bref, ils ont été aux anges. Donc je suis arrivé appartement clé en main, celui que j'avais choisi parmi ceux où ils avaient fait les visites. Petite question, est-ce que ça c'est quelque chose qu'ils font pour tous les nouveaux employés ou c'était vraiment juste pour toi? Ouais, c'est quelque chose qui propose. Enfin, moi, en tout cas, dans ce studio-là, maintenant, je sais pas si c'est comme ça partout au UK. J'ai entendu dire que c'était un truc assez récurrent, notamment quand tu viens de l'étranger. Mais alors, à savoir que je suis venu avant le Brexit, juste avant, justement. Ils m'ont fait venir exprès en vitesse en novembre 2020 parce qu'il fallait que je fasse mes papiers avant janvier 2021, là où le Brexit se mettait en place. Donc, enfin, après, en gros, moi, j'ai commencé début novembre, mais j'avais signé les papiers fin août, début septembre, un truc comme ça. Donc, je leur avais dit, moi, je prends un. Non. Ouais, j'avais signé les papiers, il fallait que je termine mon ancien taf alimentaire. Et donc, je leur avais dit, je prends un mois, donc le mois d'octobre, pour aller voir les copains un peu partout, aller faire le tour de France de la famille et des trucs comme ça, faire ma tournée d'au revoir. Et puis après, je viens 1er novembre et on démarre tout ça. Et, euh, Et voilà, donc j'ai eu l'appartement clé en main et après ils m'ont aidé dans toutes les démarches. Dès que j'ai une question et tout, ma RH, elle arrivait, elle me fait tiens, bah alors les papiers, première étape c'est ici, après c'est ici. Pour le gaz, l'électricité, bam bam, pour ton proprio, ton truc. Enfin vraiment, ils m'ont facilité la vie. C'est incroyable. J'ai une chance mais phénoménale d'être tombé sur ce taf-là comme premier emploi, quoi. Ah, effectivement, c'est une sacrée chance parce que du coup, ça fait une deuxième grosse peur qu'on peut avoir. C'est effectivement la peur du déménagement, de comment est-ce que je fais pour trouver un appartement si je suis pas sur place, est-ce que je vais devoir payer un Airbnb pendant 2 mois, etc. Les démarches administratives, là aussi, ça peut être galère. Donc c'est bon à savoir. En tout cas, Lorenzo, toi, c'était un peu pareil. On t'a aussi filé un coup de main sur ces points-là ou pas du tout? Ouais, 100%, exactement, exactement pareil. Et je pense que c'est vraiment un classique dans le milieu. Ils ont intérêt à te faciliter la vie parce qu'ils ont envie que tu viennes, quoi, tu vois. Ouais. Ce genre, ils ont toujours une équipe qui est là pour t'aider, en fait. Ou s'ils n'ont pas une équipe, il va y avoir quelqu'un voilà, va faciliter les démarches administratives, va t'aider à trouver un appart, va t'aider à envoyer tes trucs si tu veux envoyer tes trucs. Et ouais, moi j'ai eu tout ça, ouais, bien sûr. Et ben ensuite, j'ai déménagé là-bas pour bosser en télétravail parce que c'était toujours le Covid. Donc on va dire les 6 premiers mois, bah, j'étais à la maison et je voyais pas mes collègues en vrai, bah, sauf en fait ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai fait quasiment le premier jour où je suis arrivé, c'est que je suis allé au pub parce que je me suis dit il faut que je sociabilise.
il faut que faut que je rencontre du monde, il faut que je sois pas tout seul. Parce que je déteste ça. Je suis quelqu'un de sociable et j'ai besoin de voir et de parler à du monde, même en temps de Covid. Et donc, j'ai un collègue qui m'a vite rejoint, que j'ai pu rencontrer voilà, en vrai, en dur, qu'après, j'en ai rencontré un deuxième, un troisième, comme ça, vite fait. Mais c'était au moment où on ne pouvait pas être plus que quatre ou des trucs comme ça. Enfin bref. Donc, c'était des petits regroupements à chaque fois. Donc, je me suis fait des contacts petit à petit comme ça. Et jusqu'à ce que la situation Covid change et qu'on puisse revenir en présentiel au studio, là où je suis actuellement. Je suis dans mon studio de jeux vidéo. Et Super couleur de peinture, d'ailleurs, je le n'est-ce redis. pas? Ils ont du goût, ils ont du goût. Ça match bien. Et ouais, non, c'est là que j'ai commencé à voir les petits trucs un peu sympas, la salle de jeux vidéo faite exprès pour ça, avec les grandes tables pour jouer au Warhammer, les écrans géants pour faire des Smash Bros, la salle de billard, les frigos à bière, le congélateur à glace, les petits trucs un peu sympas, les snacks que vous avez ici, et enfin, tous ces petits trucs qui font un peu le truc que tu fantasmes quand tu veux bosser dans un studio de jeux vidéo. Tu vois, tu te dis, ah la vache, il va y avoir des consoles, ça va être tout ça, ça va être marrant. Bon, on n'y joue quasiment jamais, hein, finalement. Enfin, en tout cas, pas sur les heures de boulot. Mais ça met un cadre qui est quand même hyper sympa et bon enfant et tout ça. Après ça, sont venues les questions à propos du matos. Est-ce que j'ai besoin de trucs en particulier? Quel type de tablette graphique je préférerais? Quel clavier? Quelle souris? Quel truc comme ça? Donc j'ai pu faire mon petit marché sans trop abuser. Alors ils m'ont pas donné de budget. Donc je sais pas si j'avais demandé une Cintiq énorme comme ça, si je l'aurais eu. Je pense pas, peut-être pas quand même. Mais je veux dire, une Cintiq normale, par exemple, j'aurais pu. Bon, moi, je fonctionne sans écran. Je suis team tablette sans écran, mais donc je leur ai demandé. Là, je voulais tester une Uion, donc j'ai testé Uion, même si j'ai une Wacom qui me traîne depuis 13 ans maintenant. Toujours la même, ma première tablette, ma Intuos Pro 3, Ah qui est ouais, là, oui, toujours c'est vivante, vieux toujours ça, ouais. debout. Et ouais, mais elle fonctionne comme au premier jour, elle est nickel. Et donc je leur ai demandé une tablette sans écran, mais je voulais tester une autre marque, c'est un peu différent. Pas grand-chose, mais voilà. Et j'ai pu choisir ouais, ma petite souris, mon clavier AZERTY, comme il faut. Ouais, j'ai pensé quand tu parlais du clavier, je me suis dit c'est peut-être le Voilà. seul truc où faut avoir la liberté de choisir, ouais. Voilà. Après, j'aurais pu faire le choix de passer en QWERTZ, en QWERTY, je sais jamais c'est lequel. Et voilà, parce que ça se fait, parce que si je rebosse ailleurs, enfin j'en sais rien, mais bon, c'est confort quand même d'avoir mon petit clavier français comme j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir, même si tout le reste est en anglais, hein, je veux dire, mais au moins mes doigts sont habitués, ça bouge pas. Et Ouais, pareil, je dois pas tout le temps switcher mon cerveau entre quand je suis à la maison et quand je suis au boulot. Parce ouais. que si j'ai Ah, mais un clavier QWERTZ ici, un AZERTY là-bas, enfin, c'est l'enfer. Donc, ou alors il aurait fallu que je mette aussi un autre clavier à la maison, quoi. Voilà. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je réfléchis là comme ça. Non, bah voilà. Et après, fallait juste se mettre dans le bain assez rapidement au niveau de tout ce qui est bosser sur Slack. Donc un espèce de Discord plus pro, je dirais, plus orienté boulot. Et choper la routine de boulot, de te connecter à ton adresse mail pro, voir si tu n'as rien eu, d'aller. bon, les routines que tu aurais eu finalement n'importe où ailleurs, Oui, y compris voilà, dans un c'est ça, studio en France. d'aller Ouais. d'aller voir les tâches que tu as à faire pour la semaine, pour le mois, pour n'importe, et puis rouler jeunesse. Et toi, Lorenzo, est-ce que tu pourrais nous. Enfin, si, à part si Gauthier, tu as encore des choses à raconter, mais de toute façon, on va y revenir après. Moi, j'ai encore des questions sur ton expérience en Écosse. Mais si tu n'en as plus là tout de suite, Lorenzo, je veux bien qu'on passe à ton histoire, à ton déménagement. Ouais, c'est parti. Alors, pardon, j'étais dans mes dossiers en train de sélectionner d'autres casseroles à montrer parce que je réalisais que j'en avais peut-être pas assez. Ok, alors,
Mon déménagement, c'est marrant parce que ce que tu disais, Gauthier, que voilà, tu as reçu le coup de fil ou quoi, ou l'email qui te disait que tu as été accepté, voilà, que tu étais pris et que tu as fondu en larmes. J'ai eu exactement la même chose. Fondu T'y en crois pas au larmes, début, tu vois. Tu c'était redis juste. 15 fois, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est juste la pression en fait qui redescend d'un coup. J'avais beaucoup de pression à l'époque, surtout financière, et donc tout à coup de me dire que j'avais un boulot stable avec un salaire, c'était même si c'était pas mirobolant à l'époque, euh, c'était vraiment génial. Mais du coup, ouais, comment replacer ça? Ouais, donc la même chose que toi, Gauthier. Il y avait quelqu'un qui était là pour m'aider. Un truc intéressant de mon côté, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais pour moi, j'ai dû essayer de comprendre parce qu'ils m'ont envoyé une proposition de salaire que je devais oui ou non accepter. Alors, le truc, c'est que en Pologne, on a le złoty, donc c'est une autre Ouais. monnaie. Et donc, le niveau de vie est complètement différent de la France. Et donc, voilà, ils m'ont envoyé une offre. Et alors là, c'était le. J'étais pas sûr, quoi. J'ai arpenté les forums pour savoir ce que ça valait. Est-ce que j'allais pouvoir survivre avec ce salaire? Et pour être honnête, euh, même en ayant fait des recherches, une fois sur place, j'avais aucune idée de si j'allais pouvoir Ouais, tu te rends effectivement. jamais vraiment compte du niveau de vie, en fait. C'est ça. Enfin, par rapport, qu'est-ce que ça représente quand tu es là-bas? Est-ce que un zloty égale 1 euro quand t'es en Pologne ou est-ce que t'es. Enfin, ouais, Voilà. donc c'est. Voilà, voilà. Donc, il y avait quand même une appréhension pour moi de ne pas être sûr. Et au final, l'appréhension s'est vite envolée parce que je me suis rendu compte que mon salaire pouvait me permettre de vivre une vie géniale comparée à celle que j'avais en France. Donc, de pouvoir me permettre, voilà, de sortir, d'aller au restaurant, de payer mon loyer, incroyable, tout en payant mon loyer. C'est les deux à la fois. Donc, voilà, ça c'était sympa. Euh, Sinon, effectivement, moi, j'y suis pas allé en bateau. J'ai préféré l'avion. J'avais pas un budget énorme pour me délocaliser. Et du coup, je suis parti léger. Je suis parti avec 2 valises. Et voilà. Et tout le reste, c'est allé chez ma mère. Donc, je pense qu'elle était bien dégoûtée de se retaper toutes les bricoles que j'avais accumulées, tous les vieux cartons à dessin et tout ça. Et ben, n'empêche que c'était très agréable de partir léger avec juste 2 valises, de se dire que on repart un petit peu à zéro quelque part. Et moi, personnellement, c'était ça que je recherchais aussi dans l'idée de déménager à l'étranger. C'était un petit peu ce sentiment de tout laisser derrière et de repartir à zéro. C'était vraiment un des fantasmes. Et du coup, bah, ouais, là, je l'ai vraiment vécu. Euh, je suis arrivé dans un appartement qui était loué par la boîte. J'y suis resté un mois et j'avais un mois donc pour me trouver un appart. Donc ça, c'était un petit peu compliqué, mais encore une fois, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider. Mais je savais déjà ce que je voulais. Je voulais me trouver une colocation, si possible avec des gens de la boîte, et j'ai trouvé direct. Parce que voilà, les gens sont partagent beaucoup en off-topic, donc voilà notre boîte email pour tout ce qui est pas en rapport au boulot. Donc j'ai vite trouvé des colocs et donc c'était vraiment super sympa. Les 2 premières années, c'était dans cette coloc. Et je reparle un peu du niveau en anglais. Moi, mon niveau en anglais était pas top. Bon, je comprenais la plupart de ce qu'on me disait et je savais parler, mais j'avais vraiment pas confiance dans mon niveau d'anglais. J'avais tendance notamment à stresser pas mal, ce qui du coup est problématique. Et donc, c'était une des idées aussi d'être en colocation, histoire d'un petit peu me faire davantage la main et de parler Ouais, pas bête. voilà, d'autres choses que du boulot, parce que quand tu es au boulot, bon voilà, tu parles beaucoup du travail, mais tu enrichis beaucoup plus ton champ lexical voilà, quand tu vis avec quelqu'un, quoi. C'est un autre univers. Et ah oui, et en passant, à partir
du moment où je savais que j'allais déménager en Pologne, je me suis vite inscrit sur le site Couchsurfing parce que je me suis dit, ok, il faut absolument que je m'entraîne et que je parle anglais un maximum parce que là, c'est pas possible. J'ai jamais vraiment eu d'interaction réelle. Et du coup, pendant un mois, j'ai reçu toute la planète dans mon salon pour des Espagnols, des Américains, des Russes, des Argentins. Enfin, c'était hilarant. Du coup, ça m'a permis d'un petit peu voilà, me sentir plus à l'aise. Donc, un conseil, si vous avez pas confiance en votre niveau d'anglais, essayez par un moyen ou un autre de vous forcer la main. Ça aide vraiment. Bonne astuce en tout cas, le couchsurfing. Ouais. Ouais, à défaut de pouvoir voyager, tu fais venir les autres. c'est pas. Oui. C'est Et puis vrai, ils sont c'est contents. une très bonne idée. Ouais. L'autre truc qui aidait avec la langue, c'était de sortir le soir dans les bars. Parce que je suis sûr que tu me rejoindras là-dessus, Gauthier, quand tu as une bière, que tu t'es fait une bière, Tu je bois de sais pas l'alcool moi, dans les bars. je sais pas, ça m'aidait, Bah, évidemment, ça délie les langues. voilà, ça délie la Et langue. on parle mieux anglais, évidemment. C'est connu. Ouais, non, mais vraiment, moi, ça m'a aidé au début. Et Blague à part, j'avais un pote polonais, justement, de Szczecin, si tu vois, mais ouais. qui il connaissait pas ce truc, enfin cet adage de quand tu bois un coup, tu parles mieux anglais. Alors c'est totalement faux en soi, mais c'est juste à mon avis, ça donne du courage, le truc de tout lâcher. Et il a réussi son examen d'anglais comme ça. Il s'est pris 2 shots avant. Et il est allé passer son examen. Et il m'a fait merci. Bon, je pense que c'était certainement le plus mauvais conseil de la soirée. Hein, donc, ouais, merci Gauthier. Content de t'avoir invité. Pédagogue, pardon. Allez-y mollo, hein, le oui, chat. Non, évidemment. Mais ouais, ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Non, puis même juste, ouais, comme tu disais, rencontrer du monde, sociabiliser en fait, hein, même sans l'aspect alcool, je veux dire, même juste le fait d'être au contact de personnes et de lancer des discussions, même avec des gens random en fait, et dans des groupes, ça va lancer des sujets sur lesquels tu n'as pas l'habitude et ça va créer une énergie, un truc que tu n'auras pas quand tu restes chez toi tout seul dans tous les cas. Exactement. Justement, moi j'ai une question qui me vient. Une autre peur ou un frein qu'on pourrait avoir, c'est justement, on va dire, les difficultés sociales, notamment lorsqu'on ne parle pas la même langue. Est-ce que vous avez recréé un cercle social rapidement? Bon, j'imagine qu'au travers des collègues, déjà, ça a dû beaucoup aider. Mais comment ça s'est passé, justement, votre intégration, la vie sociale, tout ça? Pour moi, c'était très rapide parce que d'avoir une colocation, ça m'a juste... voilà, tout à coup, j'étais dans le cercle d'amis des gens avec qui j'habitais, logique. Donc ça, c'était très rapide. Et puis, souvent, je veux dire, tu bosses avec des gens qui partagent ta passion, donc forcément, ça va tout seul, quoi. Vraiment, ça va tout seul. Donc c'était surtout les gens de la boîte pour toi? Ouais, carrément. Après, encore une fois, il y avait pas que des gens de la boîte à ma coloc, donc c'était pas que ça. Mais non, mais clairement, c'était vraiment pas un problème. Je pense que voilà, le fait de déménager en ayant une boîte, c'est vraiment, on rencontre tellement de gens qu'on sait plus quoi en faire, quoi. On rencontre trop de gens. Je sais pas si toi, Gauthier, tu as eu ce problème, mais moi, personnellement, au bout d'un moment. À Elgin, peut-être pas. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis pas à Varsovie, moi. Ouais. Je suis dans une toute petite ville, voilà, Gaëtan peut en témoigner, hein, du nord de l'Écosse, qui est un peu morte. donc c'est pour ça que je me suis pas fait violence à sortir, mais par contre je me suis fait violence d'aller vers eux parce que qui dit petite ville dit les gens avec leurs habitudes, leur cercle d'amis proches et dans lesquels c'est assez dur de rentrer. Même pour moi qui suis très sociable et j'ai aucun problème à aller vers des nouvelles personnes et des choses, à créer du contact et tout. Et surtout en période de Covid, je le rappelle, ça mettait pas mal de barrières. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de forcer un peu le destin en fait. Et au fur et à mesure, je me suis fait des contacts comme ça et voilà, et que j'ai encore maintenant des amis et que j'ai rencontrés en sortant, en me forçant à sortir et à être là dans le pub.
Parce que vu que tu es arrivé en période Covid, est-ce que ça veut dire que la plupart des gens bossaient depuis chez eux? Et toi, est-ce que tu bossais depuis chez toi? Alors, moi, je bossais depuis chez moi, mais c'est surtout que les gens sortaient pas, ou peu. Et ouais. Et les Écossais étaient très respectueux des mesures Covid. Donc, c'était alors très bien dans un sens, hein. Évidemment, on va pas les blâmer pour ça, mais pour rencontrer du monde, c'était évidemment beaucoup plus difficile. Et, mais ça s'est quand même, non, ça s'est quand même bien fait. Ça s'est quand même bien fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça se serait fait pareil assez rapidement où tu as un collègue, il te montre tes potes, il te montre ses potes, et puis de fil en aiguille, ça croît assez vite à l'échelle de la ville dans laquelle tu es, j'imagine, où Varsovie, bah forcément, ça brasse du monde à fond, il y a beaucoup plus de gens. Moi, ici, c'est vraiment. Enfin, les gens qui viennent s'installer ici, c'est soit les gens qui veulent une vie calme et donc qui sortent pas. Et donc ça, ils représentent, on va dire, 95% de la population. Et après, le reste, c'est juste ceux qui ne sont pas partis aux études, qui sont restés dans le coin et qui veulent rester là par la famille et des trucs comme ça, ou alors pour le boulot. Et donc là, il y a plus beaucoup de gens, en fait, de ta tranche d'âge ou même pas forcément de ta tranche d'âge, mais tu vois, qui correspondent plus ou moins et qui ont les Mais mêmes du coup, affinités et tout. mais du coup, j'imagine quand même qu'il devait y avoir des expats comme toi qui venaient de pays étrangers. À Elgin, je le répète, hein. Non, mais c'est ouais, on est quelques collègues à être étrangers. Bah, j'ai une collègue polonaise, j'ai deux collègues de Hongrie, de Hollande, mais c'est tout. Le reste, c'est soit des Anglais, soit des Écossais, Ok. un Irlandais, et voilà. Mais donc eux, bah, ont eu le même package que moi, et soit enfin, il y en a deux qui sont arrivés il y a hyper longtemps, et donc eux, bah, ils sont établis, et voilà. Et il y en a un autre qui a été recruté en même temps que moi, et où bah, ça s'est passé plus ou moins pareil que moi. Et où justement, bah, on s'est retrouvé assez rapidement en fait à se dire bon bah voilà, faut qu'on se fasse des potes. Tu veux être mon copain? Bon, on va aller. Et Voilà, du mais coup, je voulais vous demander, du coup, là, alors, si je me trompe pas, toi, ça fait 7 ans, voire peut-être même 8 ans, Lorenzo, c'est ça que tu es en Pologne? Ça fait 7 ans, ouais. Ça fait 7 ans. Toi, Gauthier, t'as dit tout à l'heure que ça faisait 2 ans et demi, c'est bien ça? c'est ça. Alors, du coup, ma question est simple. Comment ça a évolué? Voilà. Depuis toutes ces années, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait votre vie là-bas? Est-ce que vous avez envie de repartir? Quelles sont vos ambitions futures? Pour moi, ça va être très facile de répondre parce que je me suis marié et j'ai un gosse. Je suis bloqué. Donc pour moi, c'est clair que mon destin est lié à la Pologne et voilà. Et j'en suis super content. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais rester en Pologne non plus. On pense à peut-être déménager. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a permis le Covid, c'est que, bah d'ailleurs c'est intéressant ça, parce qu'on parle beaucoup, voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est de déménager à l'étranger, mais le Covid a permis ça, que les studios sont beaucoup plus ouverts à bosser en remote, donc depuis chez soi. Et donc, moi, mon studio est très ouvert à ça, ce qui veut dire que je peux déménager à l'étranger si je le souhaite, à partir du moment que il n'y a pas plus de 3 heures de décalage horaire. Et donc ça veut dire que il me semble que je pourrais être genre dans la pointe du Brésil au plus loin, la pointe de la pointe, et je pense que je serais encore dans les 3 heures de décalage, il me semble. Une connerie de ce genre. Mais voilà. Voilà. Ok, bah, c'est intéressant parce que ça me fait penser à. C'était Jean Pascal qui était passé dans le premier épisode de l'émission Brochen Love. Justement, lui, il est au Canada et il a été embauché dans un studio, pareil, en tant que junior. Et lui, justement, il travaille à distance, mais en tant que salarié ou contrat freelance, je sais plus, mais en tout cas, il est vraiment en remote à distance. Et du coup, donc toi, tu restes. Alors, hein, soit tu restes, soit tu redéménageras peut-être, mais voilà, tu vas essayer de rester dans cette zone. Tu te vois continuer dans la même société en tout cas et Ah oui. poursuivre ta carrière chez eux, en tout cas pour l'instant. Ah oui, oui, c'est vraiment une super boîte. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à déménager. Je le recommande à n'importe qui. C'est un super studio.
très très inspirant. Les gens qui bossent là-bas ils ont quelque chose en commun qui me plaît beaucoup. Ils sont tous très ouverts d'esprit et très accueillants. Donc c'est génial. Il y a une chose qui est très difficile en Pologne, c'est l'hiver est vraiment froid. C'est une chose, c'est pas vraiment un problème, mais il est sombre. C'est-à-dire que le soleil se couche très tôt. Je vois Gauthier qui. Genre, en hiver, le soleil se couche à 3h de l'après-midi, quoi, 3h30, quelque chose comme ça. C'est difficile, très difficile, surtout pour moi qui viens du sud de la France où juste il fait beau tout le temps, du soleil tout le temps. Donc pour moi, ça, c'était vraiment. C'est toujours un calvaire. L'hiver est un calvaire. Mais heureusement, l'été et le printemps contrebalancent vraiment ce moment négatif de l'année. Mais il revient chaque année, ce moment. Salaud d'hiver. Pourtant, je pensais qu'il n'y avait plus de saison. Je comprends plus. On nous ment. D'ailleurs, au passage, c'est super calme dans le chat. Hein. Alors, ils ont l'air d'être. Je crois que tout le monde est scotché par notre discussion. Mais n'hésitez pas à poser des questions, surtout qu'on se rapproche quand même doucement de la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On piochera là-dedans. Gauthier, je t'écoute. Du coup, toi, c'est pareil. Comment tu vis Elgin? Ça a l'air d'être un peu plus compliqué quand même, socialement. En tout cas. Disons qu'il n'y a pas. Ouais, en fait, moi, il y a le truc qui me manque le plus, c'est vraiment le côté activité d'une grosse ville. Hein. Moi, j'adore faire plein de trucs, aller faire plein d'événements, des concerts, des machins, des trucs comme ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Même quand je veux juste retourner voir les potes en Belgique, la famille en France, des trucs comme ça, bah, c'est tout de suite 2 jours de voyage quasiment parce que les avions, soit ils ont 6 heures d'escale, soit c'est je dois partir la veille pour prendre mon avion tôt le matin à Édimbourg pour que ce soit bon. Enfin bref, c'est un calvaire. Je peux pas partir un week-end par exemple, c'est impossible. Donc tout à ce niveau-là, c'est un peu chiant. Alors après, donc, attends, j'ai perdu le fil. Je sais plus C'est la pourquoi. fatigue, c'est la fatigue. Ouais. Non, Alors, mais du coup, oui, moi, ça résonne totalement aussi ce que disait Lorenzo avec l'hiver, hein, ici aussi dans le nord de l'Écosse. Là, je suis au-dessus du Danemark, donc je comprends totalement ce truc de luminosité. J'ai commencé à prendre de la vitamine D pour la première fois dans ma vie parce que je voyais pas le jour. Parce que là, vous le voyez pas, mais il n'y a pas de fenêtre dans mon bureau. Parce que je suis à l'intérieur du bâtiment. Il y a d'autres bureaux où il y a des fenêtres hein, où ils voient la lumière du jour, moi pas en hiver. Surtout qu'on fait pas un boulot où on voit beaucoup la lumière du soleil de base, quoi. Hein, bah non, mais tu sais, j'aurais bien aimé juste un petit Velux, un truc du toit, tu vois, qui tape pas directement sur les écrans. Mais tant pis. Mais fais un peu de luminothérapie, là, tu te mets des petites lampes qui t'envoient de la lumière du jour. Là. Tu mets ça sur le bureau, c'est bon. Des trucs en alu tout partout autour. Et, ça ira bien avec ton petit casque en alu et tes petites antennes. Ouais, non, mais voilà, après, donc, comment ça a évolué au studio? Alors, donc quand je suis arrivé, on m'a filé des plus petites tâches. Genre, je me souviens, le premier truc que j'ai fait, parce que je peux parler un peu ce que j'ai fait, hein, mais sans évoquer le jeu, des trucs comme ça. Mais donc, j'ai fait, par exemple, les différents types de coiffures pour ce que le joueur pourra faire sur son personnage au début. J'ai juste fait ça, donc des petites coiffures face, profil, 3/4. Après, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus. Alors, j'ai fait des icônes de jeu, un petit peu d'inventaire, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai fait les concepts. Les concepts du personnage principal et des différentes tenues qu'il pourrait avoir. Puis ça a été les illustrations des créatures à affronter dans le jeu. Puis ça a été donc vu que les créatures n'existaient pas, il y a aussi eu du concept avant. Donc je devais avant d'illustrer la créature, je devais faire le concept. Puis après ça a été faire des items, des trucs comme ça. Et bientôt vont venir les illustrations promotionnelles aussi, où là, je suis assez pressé de les commencer, parce que ça va être de la grosse illu, quoi. Donc, ce que j'aime bien, hein, assez ambitieuse, on va dire. Et voilà. Alors après, il y a des trucs un peu plus rébarbatifs, ça arrive, hein, forcément, en concept, où tu dois itérer, et surtout que tu fais pas ça pour toi. C'est ça aussi qui peut être un peu compliqué des fois, c'est que tu fais ça pour le studio, donc il faut garder en tête aussi que c'est pas tes trucs.
Donc, il faut prendre les feedbacks comme il faut te dire que tu es les mains, même si tu amènes des trucs de ta tête, des designs, des machins, par tes recherches, tes influences et tout. Mais mine de rien, si on te dit bah non, ça va pas, bah, ça va pas. Donc tu recommences et tu continues. Mais je suis assez content quand même parce que depuis que je suis là, j'ai eu que 4 jours, je crois, où j'ai un peu traîné la patte pour venir bosser. Sinon, tout le reste du temps, je suis tout le temps content de venir, de faire mon taf. Enfin, c'est l'éclate. L'ambiance est géniale. Bah, comme disait Lorenzo, c'est que tu fais avec des gens qui kiffent les mêmes choses que toi, puis c'est le jeu vidéo. Je veux dire, c'est un cadre de travail qui se veut quand même de base assez cool, même si tu as des enjeux de production derrière, tu as des choses comme ça reste assez ludique, bon enfant. Les équipes, généralement, enfin, moi, je sais que bah, c'est une plus petite boîte, évidemment, mais je veux dire, mon boss, il est dans le bureau à côté, on se tacle, on s'envoie des vannes à fond. Enfin, et sans problème, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ce truc de hiérarchie hyper imposée, ouais, non, moi je suis ton boss, enfin écrasante, tu vois, ce truc-là, tu le ressens pas, quoi, même si évidemment, tu as toujours des gens qui sont supérieurs dans, dans la hiérarchie, mais je veux dire, dans, c'est vraiment cool. Et donc, bah, j'ai évolué un peu à ce niveau-là, où on m'a donné un peu plus de responsabilité, que ce soit dans les concepts et les illus. Et, et puis, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on m'a laissé amener des idées aussi pour la boîte. Et notamment, là, j'ai réussi à négocier un truc aux dernières reviews annuelles, parce que tous les ans, on est évalué sur comment on taffe, comment on pourrait améliorer notre boulot, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer notre gestion à amener, tout ça. Et j'ai réussi à négocier tous les vendredis après-midi pour le self-learning. Et ça, c'est trop bien, parce qu'en gros, on est payé par le studio pour se former. Donc, on peut même leur demander des fois de nous payer des tutos. Parce que, en fait, ce qu'il y a, on va pas se mentir, le vendredi après-midi, on est déjà tous en optique week-end. Donc, autant optimiser ce temps-là qui est déjà quasiment perdu pour le mettre à profit et que ce soit bénéfique pour les employés, pour la boîte, pour tout le monde. Et donc voilà, ceux qui veulent bosser peuvent bosser sur leur truc. Et ceux qui veulent pas et continuer à bosser pour le projet peuvent très bien continuer à bosser pour le projet de la boîte sans problème, quoi. Et c'est cool d'être entendu pour ce genre de truc, quoi. De pas être juste l'employé qui fait son truc et qui rentre le soir et basta, et t'es un numéro, quoi. Donc voilà. Après, où je me vois plus tard, ailleurs. Maintenant, où exactement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai commencé à bosser un peu sur mon folio, à le remettre à jour et à commencer à postuler à gauche, à droite quand il y a des offres, quand je vois quelque chose. Et voilà. Bah là, la suite logique pour toi, ce serait Nottingham pour le studio Games Workshop. Ce serait pas mal. À Horsham. Ah, c'est pas à Nottingham? Non, c'est à Horsham. Alors, ils ont ouvert là récemment, enfin, si tu parles de Creative Assembly. Ah, tu parles de ceux qui font Total War. Ouais, c'est eux que j'avais en tête. Ah oui, non, je parlais du QG de Games Workshop. Ah, alors oui, Games Workshop World ou je sais pas quoi, là, ouais, c'est là-bas. C'est à Nottingham, t'as raison. Mais ouais, non, moi j'avais en tête Creative Assembly avec Horsham et tout. J'ai un pote d'ailleurs qui y bosse et je me suis dit, allez, ça peut être sympa. Et donc, on guette un peu les offres d'emploi. Et ouais, et j'avais postulé à leur autre branche aussi. Mais bon, ça n'a pas marché pour le moment. Mais je lâche pas l'affaire. Mais l'avantage aussi, c'est que par rapport à avant, je suis plus pressé par le temps. Parce que j'ai un taf qui me plaît. Donc, au moins, je peux postuler à des trucs ciblés où je sais que globalement mes conditions seront mieux et j'ai pas besoin de postuler partout absolument, et j'ai cette pression là en moins énorme qui fait pas mal la différence aussi. Et puis aussi vous avez gagné en expérience, mine de rien, sur le CV, ça fait une grosse différence. Ben, ça commence à faire, ouais, je le vois déjà dans la manière dont ils répondent à mes à mes mails. Donc c'est cool, même si c'est négatif. J'ai eu 2-3 hard tests là pour le moment, pas concluants, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On essaye. Il suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui corresponde mieux et basta. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir aussi des feedbacks, de savoir où est-ce que tu as pêché dans ton hard test et pour essayer de faire mieux la prochaine fois et tout ça. Et donc c'est cool, c'est vraiment cool et ça fait progresser et voilà.
Moi, je continue, je lâche pas l'affaire et je postule de temps en temps. Je fais pas ça comme un acharné non plus, hein, je me tue pas à la tâche à postuler non plus, mais j'essaye et je lâche rien. Et si Et on on vous verra bien où je vais propose, débouler. et si on vous propose par exemple le mois prochain un super poste qui est au fin fond de la Thaïlande, vous partiriez? Eh ben, à voir. À voir. En fait, il faut juste que sur le global, ce soit mieux que ce que j'ai là. Soit, Oui, oui, on part du principe que c'est mieux. Le poste, la paye, les projets. Mais juste, c'est un pays qui est vraiment cette fois-ci à l'autre bout du monde. Voilà, tu vas devoir partir ouais, encore plus loin, etc. pourquoi pas? Moi, j'avais envisagé le Canada, tu vois, c'est pas forcément plus près, hein, j'avais envisagé tout ça, donc non, pourquoi pas? Je suis pas fermé à la discussion. Et comme disait aussi Lorenzo, hein, maintenant beaucoup acceptent le remote. Ouais, Donc à C'est voir sûr. aussi si ça pourrait pas se négocier, des choses comme C'est ça. vrai. Donc voilà, tout se négocie. pour moi, c'est clair que le- peu importe l'endroit dans le monde, en ce qui concerne le premier gros boulot, la première grosse relocalisation, mais maintenant que je me suis implanté en Pologne et que j'ai ma petite famille ici, non, j'irai pas déménager en Thaïlande. Euh, Surtout par rapport à ma famille qui habite en France, ma famille aussi maintenant qui habite en Pologne. Voilà, de s'éloigner d'eux, ça veut dire ils s'éloignent de leur petit-fils, et donc c'est voilà. Maintenant j'ai cette problématique-là. Alors, on approche quand même de la fin de l'émission. Mais Ça va non. faire. Alors, si tu veux, on peut rester jusqu'à 1h du matin, hein, moi ça me va, hein. Bon, c'est ce qu'on avait prévu à la base, hein. Ok, ça vous va dans le chat? On reste encore un peu, hein, jusqu'à 1h ou deux? En attendant, il y avait pas mal de questions, j'en ai retenu quelques-unes. Je vais vous les citer. En tout cas, ils ont l'air d'être partants, hein, pour une petite émission jusqu'à 1h ou 2 du matin. Non, mais il y a des super questions là, hein. Ah bah là, je viens d'en voir popper une qui résonne absolument là, pour moi. Alors, il y en a certaines qui vont être vite répondues. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Donc, il y a El Belem qui demandait tout à l'heure, salut, est-ce que le diplôme compte pour être Bah, c'est embauché celle dans que je un viens de studio voir. étranger? Voilà. Ou un bon portfolio suffit? On peut tous Eh ben, répondre en même temps, non. non. Non, voilà. On s'en fout du diplôme. Le On s'en diplôme, c'est pour rassurer les parents. Voilà. Voilà, Je pense c'était. qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. C'est vraiment un grand nom, pas besoin de diplôme. Voilà, c'est ce qu'on Par dit, contre, ce le qu'on répète folio, partout. C'est pas des conneries, c'est pas exagéré. Donc merci en tout cas d'avoir reconfirmé. Allez, question suivante, on avance. alors juste une petite nuance quand même. Vas-y, vas-y. Le diplôme peut quand même faciliter des fois pour certains visas, notamment aux États-Unis. Je sais que tu as quand même certains endroits, alors c'est très peu, hein, ça va être dans même pas 1% des cas, mais où le diplôme, des fois, a son importance. Mais il faut vraiment pas en faire une formalité. Et surtout que le diplôme, très souvent, n'indique rien de ton style graphique, de ton niveau, des logiciels que tu maîtrises. Et donc tout ça, c'est tout dans le folio, en fait. Je vais vous donner un exemple parce que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été manager pendant deux ans de l'équipe de Gwent. Et donc, j'ai vu passer beaucoup de portfolios et d'emails de personnes intéressées. Et on parle de plusieurs milliers, quoi. Quand on reçoit plusieurs milliers d'emails, on regarde même pas ce que la personne écrit. Je sais, c'est triste, mais on regarde juste le portfolio. C'est la seule chose qu'on regarde. Une fois que le portfolio nous plaît, on va éventuellement lire ce que la personne nous a écrit pour voir si voilà, la personne est motivée et ou saine d'esprit. Et dynamique, c'est important, motivé et dynamique. Mais bien sûr, le diplôme, les gens viennent du monde entier, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire en plus. Donc, non. Et toi, Lorenzo, justement, tu as été dans cette place de manager, finalement, avec à recevoir des profils de personnes, des fois d'autres pays qui postulent. Qu'est-ce qui faisait la différence? Donc, qu'est-ce qui faisait voilà, que tu aurais pu t'attarder sur une personne après le portfolio, hein? Donc, on a bien compris que la première étape, c'est le portfolio, le savoir-faire. Ça va être quoi les deuxièmes critères? La rencontre avec la personne. Donc, en général, dès que le portfolio me plaît, on organise une rencontre Skype ou autre. Mais c'est vraiment là qu'on va voir si la personne va correspondre ou non.
au poste qu'on recherche. Donc, ça se fait beaucoup au feeling, donc vraiment, beaucoup se joue là-dessus. Mais j'ai eu des entretiens qui étaient un peu catastrophiques avec des personnes qui savaient pas très bien s'exprimer, qui trébuchaient beaucoup sur leurs mots. Mais quand le portfolio est là, c'est vraiment le portfolio qui importe. Je veux dire, j'ai déjà embauché un gars qui s'est retrouvé être un des atouts les plus importants de l'équipe, et c'était vraiment une interview catastrophique qu'on a eue ensemble. Mais une fois que l'interview était passée, c'est drôle parce que après la discussion avec la recruteuse, lui et moi, la recruteuse m'a dit tout net, alors lui je le veux pas, hein, c'est pas possible, il sait pas s'exprimer, et j'ai dû lui dire non, il faut absolument qu'on le fasse venir au studio pour avoir un entretien sur place, parce que je suis sûr que là ça va un peu plus coller, il va se sentir plus à l'aise, on va plus prendre le temps, et on sera sûr voilà, si on fait fausse route ou non. Et ça s'est très bien passé. Effectivement, ça lui a délié la langue, il s'est senti plus à l'aise, on a pris c'est plus parce qu'il avait bu une pinte ou deux avant, hein. Il a suivi Bah oui, c'est clair. Et... Surtout qu'on parle d'un Russe, là, donc c'est clair qu'il a... Ok, bah super intéressant en tout cas comme retour, je te remercie. Je propose qu'on passe à la question suivante. J'en avais pareil, hein, regardez dans le chat, hein, si jamais l'un de vous deux tombe sur des questions intéressantes, n'hésitez pas. Il y avait quelqu'un qui demandait à propos de l'âge des gens qui bossent dans le studio. J'allais la poser, c'était celle-là la suivante. Ouais, c'est intéressant parce que bon, c'est très varié, hein. Bon, alors, ok, dans mon équipe, il y a la personne la plus vieille a peut-être la cinquantaine. Et par contre, les jeunes la personne la plus jeune que j'ai recrutée, il avait, je crois qu'il avait même pas encore la vingtaine. Un jeune Ukrainien qui est absolument incroyable et voilà, très très jeune. Donc il y a pas mal de jeunes bien sûr, mais voilà, des gens plus âgés. En général, les gens plus âgés ont plus de bouteilles, plus d'expérience. Mais ça nous est arrivé de recruter des gens qui avaient, je sais pas moi, la trentaine et qui avaient décidé de changer de carrière. Je me souviens notamment d'un ami à moi qui est brésilien, qui s'appelle Bruno Biasotto. Si vous ne connaissez pas son travail, allez voir sur ArtStation, c'est génial. Bruno Biasotto. Il avait fait des études d'architecture, il me semble. Et à l'âge de 27 ans, il s'est dit « Ok, là j'en ai marre, j'ai envie de devenir illustrateur. » Et donc il a tout lâché, il a appris à dessiner. Il ne savait pas du tout dessiner à la base. Et il a rejoint l'équipe de Gwent, du coup c'est là où je l'ai rencontré quelque chose comme 3 ans plus tard, donc il s'est fait un niveau de fou en 3 ans, c'était vraiment impressionnant. Ah oui, effectivement, le monsieur a un niveau correct. Ouais. Je vous mets dans le chat, Johan a été plus rapide que moi encore une fois, c'est imbattable. Un super gars, super boulot, et voilà, très inspirant parce qu'effectivement il a appris son craft sur le tard. Et du coup, question bête, c'est quelqu'un qui a fait une reconversion et qui a par exemple 43 ans. Est-ce que ce serait un frein, voilà, son âge? Ou est-ce que vous dites, tiens, le portfolio il est là, le courant passe, qu'il ait 43 ans, 46 ou 30, peu importe? Aucun problème, vraiment zéro problème. Ça m'est pas arrivé de tomber sur quelqu'un comme ça, qui avait ce profil. Donc quelque part c'est un peu triste parce qu'on se dit que peut-être les gens baissent les bras, mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir un entretien avec une personne de cet âge-là. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je l'explique pas trop. Après, il y en a peut-être pas beaucoup qui prennent le risque, déjà de base, je pense, et pour en avoir discuté de temps en temps sur des chats avec des personnes concernées, c'est soit la prise de risque, soit il y a des enjeux familiaux derrière trop risqués, soit c'est ils y croient pas, et je peux comprendre que dans des milieux plus conventionnels, on va dire, ce soit un frein. Maintenant, comme on vous a dit, le plus important c'est le folio. Si tu as le folio qui suit, après peu importe à quoi tu ressembles, quel âge tu as, choses comme ça, tant que tu es capable de fournir le taf qui est demandé, c'est bon, quoi. Et c'est pour ça, là, j'avais vu aussi la question de quelqu'un, est-ce que la personnalité de l'individu peut, dans des cas spéciaux, dépasser le portfolio? Donc, je pense que par là, ça veut dire, est-ce que
on va favoriser quelqu'un de sympa à un portfolio. Je pense pas. Maintenant, à portfolio égal, oui. Enfin, Oui. tu me diras si je me trompe, mais je pense pas que, pour en avoir fait les frais et l'expérience, quand tu arrives tout plein de bonnes intentions, hyper motivé, tout ce que tu veux, machin, tant que tu n'as pas le folio, tu ne seras pas pris, quoi. Et après, une fois que tu as le folio qui commence à être un peu sérieux, voilà, là, ça peut commencer à être intéressant, ouais. Et là, oui, effectivement, entre bosser avec un mec qui envoie péter tout le monde et qui s'en fout de ton avis et des trucs comme ça et qui est hyper hautain, ou bosser avec quelqu'un qui est juste sympa, bah, t'as vite fait la balance, hein, et je pense que ça, c'est humain. Il y avait une autre question que j'avais notée. Je crois que c'était octobre. Vous diriez que c'était quoi le plus difficile dans le fait de partir à l'étranger? Ah, Alors moi, intéressant. c'est laisser les copains. Moi, c'est clairement les copains. C'est vraiment ce qui m'a. Ouais, comme j'ai dit, hein, je suis hyper sociable et tout, et pour moi, les copains, c'est hyper important, et voilà. Mais c'est pour ça que j'essaye de les revoir dès que je rentre en France, en Belgique, en tout ce que vous voulez. J'essaye un maximum de voir mes potes un peu partout parce que voilà, c'est ma vie. Ouais, je te rejoins. C'est ça, c'est les amis. J'ai exactement la même réponse pour moi. Il y a des choses, comment dire, déménager à l'étranger, ça veut dire refaire sa vie, mais il y a des étapes qu'on ne peut pas avoir à l'étranger, qui sont celles de grandir quelque part. Et moi, je remarque que mes amis les plus chers sont en général des gens que je connais depuis l'adolescence, avec qui il y a des liens tellement particuliers qui se sont formés au fil des années qu'ils seront impossibles à faire avec une personne que je rencontre à mon âge. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des amis incroyables ici, mais c'est pas exactement la même chose. Et du coup, il y a une question qui me vient. Alors, c'est plus pour toi, Lorenzo. Toi, tu n'as pas encore la maturité, Gauthier. Euh, Pas bébé, moi. Non, Lorenzo, vu que toi, ça fait vraiment déjà plus de 7 ans que tu es en Pologne, justement, est-ce que tu as. Comment ça se passe finalement le lien avec tes amis en France? Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que, au contraire, ça n'a pas changé avec la majorité des gens? Enfin, est-ce qu'il y a eu une évolution de ce côté-là? Euh, Mes amis les plus importants, j'ai absolument pas perdu le contact avec eux, non. Mais du coup, c'est clair que ça fait le tri entre les meilleurs amis et les autres. Ça, c'est sûr. On se rend compte au final, ok, telle personne, j'ai vraiment pas envie de perdre le contact. Ouais. Ok, ok. Est-ce que vous aviez encore vu des questions qui vous intéressaient? Moi, j'en avais Ouais. juste noté encore une ou deux. Alors là, j'en ai vu deux. Est-il vrai que la présentation du portfolio est aussi importante que son contenu? Si oui, vous avez des exemples de présentation. Alors, moi, j'ai pas d'exemple, mais comme disait Lorenzo, ils n'ont pas le temps. Il faut te dire que déjà passer 10 secondes sur un folio, compte-les. Va voir, mets-toi sur un profil ArtStation et passe 10 secondes. Tu as déjà vu beaucoup. Donc, ArtStation, je pense, enfin, dans la plupart du temps, ça fait Ouais. le taf. Tu n'as pas besoin de te faire un site perso où le recruteur va pas comprendre comment ça marche. Il va devoir chercher tout ça. Ça va le faire chier. Il va baquer. Ouais. Faut à l'essentiel. Ouais, le pire scénario pour moi, c'était toujours les PDF qui pesaient 50 mégabytes, qu'il fallait que je télécharge et après il fallait que. Je savais pas sur quoi j'allais tomber. Non, clairement, je te rejoins. ArtStation, juste tout le monde est là-dessus, ça fait pro, donc moi je préférais largement ArtStation à tous les autres. Même aux sites particuliers, quoi. Genre, je préférais que la personne m'envoie un portfolio ArtStation à un site avec le nom de la personne. Je sais, ça paraît fou, mais c'était juste un gain de temps et juste j'avais plus mes repères en fait. Donc je Ouais, tu connais savais. la navigation, ça va vite. Voilà. Des fois, Ouais, c'est vrai c'est que tu as des ça, sites parce un que peu bizarres. on m'avait déjà envoyé des portfolios pour des reviews. Et où, bon, avec mon humble expérience, mais où j'arrivais et ça commençait à slider dans tous les sens, les machins, je scrollais, ça s'éparpillait et tout. J'étais là, je me waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a de la gueule hein, au niveau site et tout, mais par contre, je sais pas où regarder, je sais pas où chercher.
enfin, je me mets à la place du recruteur. Quand tu reçois justement des centaines, voire des milliers de ça, tu es déjà là, ouais, non, laisse tomber, c'est trop. Tu n'as pas envie de dépenser ton énergie là-dedans pour ça. Il y avait une question rapide qui est justement dans le même thème, du coup je vous la pose. Est-ce que vous avez orienté vos pages ArtStation et autres réseaux en anglais, dans l'optique de travailler à l'étranger? Oui. Oui, Ok. tout en anglais. Ça me paraît évident. Juste tout en anglais, ouais. Voilà. Je me souviens que j'avais un portfolio PDF à l'époque. Je me demande s'ils l'ont regardé. Tiens, maintenant, il faudrait que je demande à la personne qui m'a recruté. Mais il était en anglais, ouais. Eh ben, écoutez, Et si même vous quand avez je postule en France, d'ailleurs, c'était. Enfin, je leur envoyais mon ArtStation, quoi. Donc, après, ils regardent surtout les images, hein, le texte. Oui. Généralement, voilà. Mais j'en avais vu une qui est passée il y a un petit temps déjà que j'avais noté, qui est lorsqu'on commence, est-ce qu'il vaut mieux faire un peu de tout pour se faire repérer ou c'est mieux de se spécialiser au début? Et ça, je pense que c'est la grande question où on ne peut jamais vraiment répondre parce que ça dépendra complètement des studios auxquels tu postules. Parce que tu vas avoir des plus gros studios qui vont être intéressés par des spécialistes parce qu'ils auront le budget pour avoir des mecs dans chaque vraiment catégorie. Ou alors, tu auras le petit studio indé qui aura besoin de un concept artiste qui est capable de faire un peu tout pour toutes les teams. Et voilà, après, pareil, est-ce qu'il vaut mieux te spécialiser dans un style où tu es capable, par exemple, admettons, tu fais du style réaliste et dans ce cas, tu es capable de faire de l'enviro, du cara, du props et tout ça, mais dans ton style. Ou est-ce qu'il vaut mieux que tu t'orientes vers du cara, mais que tu es capable d'itérer dans différents styles? C'est à un moment, il faut faire aussi ce que tu aimes. Et après, tu seras recruté pour ça. Et si tu es recruté pour ce que tu n'aimes pas faire, tu vas prendre de l'expérience dans ce que tu n'aimes pas faire, ça va te frustrer et on va vouloir te recruter pour ça parce que c'est ce que tu vas montrer et ce sur quoi tu vas progresser. Et ça va créer un vieux cercle vicieux qui est pas forcément foufou. Je sais pas si les autres sont d'accord avec moi, mais Lorenzo plus soi. Voilà. En tout cas, ouais, moi, des retours que j'ai pu avoir avec tous les invités ou de discussions avec des amis artistes, effectivement, c'est un petit peu la réponse qui ressort toujours, quoi. C'est que les deux types de profils existent. Ça dépend effectivement du studio, du recruteur, du besoin qu'ils ont sur le moment. Donc, ouais, je te rejoins. Ah oui, il y avait une question. Alors, ça va être ma dernière question pour vous. En tout cas, là, par rapport aux questions du chat. Alors, je ne sais plus exactement comment elle était formulée, mais je sais que je l'ai lu à un moment donné. Est-ce que dans vos studios, les IA, donc type Midjourney, etc. Donc pour rappel, les IA qui sont capables de créer des images à partir de commandes textuelles. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà rentré dans vos studios? Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà une politique là-dessus? Comment vous voyez ça? on ne fonctionne que comme ça. On a une formation en prompt. Ah, vous êtes des prompt ingénieurs, c'est ça? Prompt engineer. Ouais. Les fameux. Non, moi-même, je suis une intelligence artificielle. Hein, depuis le début, c'est elle qui répond à ma place. Ça explique tout. Bah oui. C'est hyper bien fait, purée. Les problèmes de connexion au début, c'était la calibration. Non, en fait, vas-y Lorenzo. Ok, je peux commencer par dire que, voilà, comme toutes les révolutions, ça passe par un rejet profond. Là, je pense qu'on en est au moment où tous les artistes ont un dégoût presque viscéral pour les intelligences artificielles. Bien sûr, ça dépend. Mais je parle de mon équipe là, et je peux vous dire que 100% des gens ils peuvent pas avoir les IA en peinture, quoi. Alors, il y a ça. Il y a quelques mois, tout le monde était très excité à l'idée de découvrir Midjourney. On s'amusait bien, c'était un peu bizarre. Et puis, on l'a tous vu débarquer il y a, je sais pas moi, 3-4 mois où on s'est dit, ça y est, non, là, c'est plus juste marrant et bizarre, c'est juste capable de nous prendre notre boulot. Alors, mon directeur artistique est absolument fasciné et passionné par les intelligences artificielles, et d'ailleurs, il l'utilise beaucoup pour nous montrer des références, pour nous dire, voilà, j'ai eu cette idée, parce que lui, il est directeur artistique, mais il ne sait pas dessiner. Donc, pour lui, c'est un outil fantastique, parce que ça lui permet d'un petit peu faire passer un message plus facilement. Je sais que CD Projekt et
à une approche où ils nous proposent d'utiliser les intelligences artificielles si on le souhaite, mais je pense qu'ils vont annoncer ça bientôt, qu'ils veulent faire passer l'humain en premier, et donc qui a priori ne vont jamais privilégier l'intelligence artificielle au travail humain. Bon, c'est possible qu'ils disent ça maintenant et qu'ils reviennent là-dessus dans un futur proche, juste parce que la concurrence sera trop rude. Mais c'est difficile à dire. C'est très difficile de se prononcer à ce sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon équipe, en ce moment, personne n'utilise des intelligences artificielles, mais je soupçonne que c'est très dynamique et je pense que ça va vite s'implanter et que ça va juste devenir un outil comme un autre que les artistes utilisent. Ça, j'en suis persuadé, en fait. Ouais, nous de notre côté, c'est interdit en production, évidemment, vu que c'est basé sur du travail volé d'artistes dont on n'a pas les droits, donc forcément, comme on ne peut pas exploiter ça, et évidemment, vu que c'est de la matière volée. Maintenant, en termes d'inspiration, ils ne nous interdisent pas. Au début, quand c'est sorti, moi j'ai essayé 2-3 trucs, ça n'a jamais mené à rien. C'était plus pour tester, genre pendant que moi j'itérais mes trucs sur Photoshop, je lançais le truc sur le côté, voir s'il me générait des idées sympas. Bon, non, il n'y en a pas eu à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pas exploitable. Après, j'avais pas encore eu ma formation en prompt. Mais non, mais voilà, c'est juste que en termes de prod, et notamment ces derniers mois, où pas mal de gens ont fait machine arrière, notamment les maisons d'édition et tout ça, et c'est pas pour rien, c'est parce que les IA se font attaquer de partout par des gros cabinets d'avocats, des trucs comme ça, pour des raisons de droit. Donc, ils font pas ça pour des raisons éthiques et financières, c'est complètement parce qu'ils ont peur que dans 3 mois, ce soit illégal de vendre ce genre de trucs. Et voilà, et je pense que les studios, pour le moment, s'ils sont un peu réticents, c'est à cause de ça aussi. Mais dès que tout sera légalisé ou qu'il y aura un truc qui permet de les utiliser en prod, là, ça va changer un peu la donne. Pas pour tout, évidemment, parce qu'il reste encore pas mal de choses qu'elles ne peuvent pas faire, notamment, justement, à part pour générer des concepts d'idées un peu loin. Dès que tu veux un truc précis, c'est un peu plus chaud. On en parlait, par exemple, quand tu es en prod et que je sais pas, tu dois faire une créature qui est comme ça et qu'on te dit non, en fait, le bras, il serait mieux comme ça, et la main comme ça, qui tient l'épée comme ça. Jamais l'IA, elle te génère ça comme il faut. Il faut quand même des skills derrière pour réussir à les refaire et tout. Mais par contre, ça pourra peut-être te générer des bases solides ou des idées, des concepts qui peuvent tenir la route pas trop mal, quoi. Et ça le fait déjà d'ailleurs, hein, pour certains trucs. Je voulais juste préciser un petit peu, quand j'ai dit que CD Projekt commence à utiliser les intelligences artificielles, justement, il y a des cours qui ont été organisés pour comprendre tous les tenants et aboutissants d'un côté légal, et qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Et en gros, la politique, c'est que les intelligences artificielles, oui, on peut les utiliser, mais de la même manière qu'on utiliserait une photo qui n'est pas libre de droit. C'est-à-dire qu'il va falloir la transformer pour qu'elle soit absolument impossible à reconnaître. Donc, comme du photo-bashing, quoi. On en est là actuellement au studio. Donc, intelligence artificielle, oui, mais il faut que ce soit déguisé et irreconnaissable. Très intéressant. Par contre, Lorenzo, tu vas pas échapper à tes casseroles. Hein. Non, bien sûr. Moi, avec plaisir. Hein, j'adore ça. Là. C'est toujours bien de se replonger dans le passé, de voir d'où on vient et comment on a évolué en vrai. Vous voulez que je vous montre c'est le moment. Vous voyez là, c'est vraiment. C'est du Magic ou pas? Je sais plus ça. Ouais, clairement. Hein. Donc voilà, le genre de truc que je faisais au sortir de l'école, parce que voilà, il faut bouffer. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le boulot. Je me souviens que j'étais dégoûté. C'était hilarant, mais la raison pour laquelle j'ai pas eu le boulot, c'est parce qu'ils voulaient une meuf. Ils estimaient que le travail de l'illustrateur dont ils avaient besoin était tellement dans le mignon qu'un mec ne pouvait pas faire l'affaire. Ça, c'était avant de te connaître. Alors que franchement, je trouve que c'est très mignon.
Bon, et voilà, ça c'est les trucs que je faisais en design à l'époque, donc vous voyez, vraiment rien à voir avec, Ouais. avec tout le reste, quoi. Hein. Ah, ça me rappelle aussi mes cours d'école il y a de nombreuses années. Le PTSD qui revient là. Ça, c'était des trucs que je faisais par flopé, je devais en faire genre Ouais. 3 ou 4 par jour parce que c'était tellement mal payé et c'était pour un jeu de plateau et j'avais pas le temps et donc je devais carburer. Alors ça, c'était voilà, des cartes pouvoir pour un jeu de plateau. D'ailleurs, ça, c'était le jeu de plateau en question. Oups là. Helvetia. Ouais, un jeu de football fantasy. Donc un peu en mode Blood Bowl, hein, on va dire, mais voilà, c'était sympa comme boulot. Rien à voir dans le style, mais c'est fou que j'ai travaillé sur un truc comme ça. C'était juste avant de partir en Pologne, ça par contre. C'était pour un jeu mobile. Ouais, pour Warhammer, ouais. On voit. Non, c'est... Voilà, ce genre de truc, quoi. J'ai absolument détesté travailler sur ça, mais ça payait, donc voilà. Dans le style, je dois en faire à l'appel parce que c'est tellement mal payé. Ça, je me souviens que c'était payé 25 € l'illustration. Et donc, pour rentrer dans mes frais, je devais en faire 3 par jour. Et donc, voilà, j'utilisais le plus de flou que je pouvais, le plus de brush. Le fameux Halo de Photoshop aussi. Le fameux Halo. Ouais. Je m'en foutais au bout d'un moment, je leur balançais les trucs. Ils étaient l'avantage, c'est qu'ils étaient vraiment pas très pointilleux, donc voilà. Je leur envoyais des trucs comme ça, ils étaient contents. Ah oui, ouais. Mais c'est vrai que c'était très désagréable pour moi parce que j'avais l'impression de ne pas évoluer, parce que juste je me poussais pas. Je restais bloqué. En fait, tout ça, c'est pas si vieux. Je sais pas de quand ça date de 2013, ça. Bon, c'est quand même, ça a 10 ans, mais à l'époque, j'avais un niveau bien meilleur que ça. Mais vu que t'avais pas le temps. je devais le faire en 2 heures, voilà, je pouvais pas faire mieux, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai fait à mon école. Donc, Je me rappelle celle-là. Je crois que tu l'avais montré pendant l'interview. Donc voilà, encore un truc rigolo à montrer parce que ça n'a juste rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et ça aussi, rien à voir. Assez marrant à montrer, je pense. Ah ouais, en effet, c'est même le style, quoi. C'est vraiment beaucoup plus cartoonisé. Ouais. Voilà, et c'est là que c'est intéressant aussi de voir que en fonction du studio dans lequel on finit, eh ben, ça va certainement avoir un impact sur notre style si on n'avait pas décidé avant, ok, je mets le paquet juste sur ce style et c'est tout. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu entre deux eaux, sans savoir si je préférais faire du cartoon ou du réaliste. Et il se trouve que, voilà, pour Rayman, Ubisoft, où j'ai pas eu le job, c'était du cartoon pas réaliste et j'adorais faire ça. Et pour CD Projekt, c'était vraiment du réalisme pur jus. Et au final, j'ai eu le boulot pour CD Projekt. Mais comment mon style aurait évolué si j'avais eu le boulot pour Rayman? Bonne question, ouais. Voilà, je le saurais jamais, mais c'est très intéressant à imaginer. Voilà, encore des trucs faits en 2 secondes parce qu'on n'a pas le temps. Eh ben, merci du partage en tout cas. C'est toujours super intéressant de revoir ce que tu faisais il y a 10 ans ou plus. Ouais. Tu pars de loin. Hein. Eh oui. Bon, je pense que tu peux stopper le partage, effectivement. Merci encore d'avoir partagé ça. Merci à vous deux d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir raconté un petit peu votre expérience. Finalement, on s'est bien rendu compte, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu, que c'est pas si terrible que ça, en fait, hein, de rejoindre un studio à l'étranger, de changer de pays. Ça amène quelques difficultés, mais j'ai l'impression que finalement, ça se fait et ça a l'air d'être une aventure plutôt excitante. Ouais, le plus dur, ça restera toujours de décrocher le premier job, en fait. Hein. Toujours. Ouais. Mais ouais. Est-ce que vous avez un dernier conseil justement sur ce sujet pour tous ceux qui nous regardent? Eh ben, moi, ce serait vraiment rien lâcher et mettre toutes les chances de votre côté et de manipuler la chance, on va dire. Donc, ça va être par l'envoi massif de folio, hein, comme on disait. Même si tu as, on va dire, 0,1% de chance d'être pris à chaque fois,
Si tu en envoies 2 millions, au bout d'un moment, il y a bien, ça va mordre quelque part. Tu sais pas où, mais ça va mordre. Il faut être ouvert aussi, parce que j'en ai trop entendu qui sont en mode ouais, mais moi j'aimerais bien un truc dans ce style-là, comme ci, comme ça, enfin avec plein de conditions. Et autant il faut pas se vendre non plus à n'importe qui, autant il faut pas trop faire la fine bouche, je pense, au début. Enfin, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, hein, mais pas avoir peur de bouger. Ça ouvre juste plus de portes en fait. C'est à chaque fois, moins vous serez regardant sur certains trucs, plus vous aurez d'options et plus vous aurez de possibilités. Et c'est juste ça en fait. Et donc à un moment, faut juste trouver la bonne balance de à quel moment pour moi c'est trop et à quel moment je suis prêt à accepter ça ou pas. Et ça peut même être justement, moi je veux me barrer et je veux absolument partir à l'aventure, quoi. Voilà, mais donc vraiment, ouais, mettre un maximum de chances de son côté en postulant, en rencontrant du monde, en allant à des IRL, des événements, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Gaëtan, moi, par exemple. C'était au IAMAG. Attends, t'as la chance d'avoir vu Gaëtan en vrai. Moi, j'ai pas eu cette chance encore. Moi, je sais toujours pas quelle taille tu fais. Ça se trouve, t'es un abo, un géant, j'en ai aucune idée. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Non, je veux garder la surprise quand ça se passera. Ah bah, je passerai en Pologne. Je te ferai la surprise. Un jour, tu t'y attendras pas, tu rentreras du studio et je serai sur ton canapé à t'attendre. Le nouveau coloc. Creepy coloc. Et toi, Lorenzo, dernier conseil En plus, t'étais manager, alors t'as intérêt à donner un bon conseil. Écoutez, on se sent tous vraiment menacés par les IA en ce moment. Moi-même, j'y pense souvent et c'est difficile. Mais les intelligences artificielles arrivent à faire des trucs à partir de ce qui existe déjà. Et pour moi, c'est une super leçon en tant qu'artiste pour se dire que c'est maintenant le moment ou jamais pour les artistes de justement apporter quelque chose qui nous est absolument personnel. Et du coup, voilà, d'essayer de se développer soi-même et d'arrêter justement d'essayer de mimiquer ce qu'on voit encore et encore, parce que en fait, maintenant, ça aura de moins en moins de valeur, justement, ce côté technique déjà vu. Je pense par exemple à moi, quand je postulais à l'époque, le style le plus populaire, c'était le style Blizzard. Tout le monde voulait rejoindre Blizzard, et donc tout le monde se faisait un portfolio qui ressemblait au style Blizzard, moi y compris, hein, j'avais ça pour rêve aussi. Mais maintenant, ça va devenir tellement facile de reproduire un style, populaire en tout cas, que quelque part ça va perdre de la valeur selon moi. Ou en tout cas, enfin, si vous me demandez, en tant que personne qui serait amenée à recruter des gens, je vais avoir envie de recruter des gens qui peuvent amener quelque chose d'unique et qui leur est propre. Et ça, on a de la chance, je pense que l'intelligence artificielle en est pas capable. Et donc, voilà, je vous conseille de mettre le paquet là-dessus et de croire en vous. Parce que voilà, c'est ça que vous avez et que la machine n'a pas. Eh ben, merci Lorenzo, merci Goth. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à toute l'équipe. Je t'en prie. Effectivement, dernier petit rappel, merci à l'équipe, hein, Johan notamment qui était à la modération et surtout à la régie, les modérateurs aussi, donc Encelade et Rinor, si je dis pas de bêtises. En tout cas, vous revenez quand vous voulez sur la chaîne. D'ailleurs, je crois qu'on va se revoir très vite, Gauthier, n'est-ce pas ? Il paraît, voilà. Donc pour que tu me rappelles les dates, par contre. J'allais y venir. Justement, le prochain numéro de cette petite émission Brush and Love sera le mercredi dans 2 semaines. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sera le 26. Voilà, c'est ça, le 26. Le thème sera cette fois-ci la vidéo pour les artistes. Est-ce qu'on peut générer des revenus avec une chaîne YouTube, en faisant des streams sur Twitch, ou encore d'autres projets de ce genre-là qui vont être, on va dire, basés sur une fanbase, sur des gens qui nous suivent. Donc là aussi, on reparlera un petit peu de tout ça avec d'autres invités. Ce sera donc dans 2 semaines, et je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé l'émission.
que ce soit en replay ou durant le live. En tout cas, pour ceux qui étaient là ce soir avec nous, merci d'être restés, merci d'être passés si certains ne sont pas restés jusqu'au bout. Vous avez été, comme d'hab, absolument géniaux. Voilà, vous avez participé, réagi, posé des questions. Des fois, vous nous avez fait rire ou sourire, même si je ne pouvais pas forcément rebondir dessus. En tout cas, c'était un plaisir et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans 2 semaines. Merci encore à nos invités d'avoir pris le temps, surtout qu'on les a quand même gardés plus de 2 heures. Donc merci à vous et à très bientôt. Salut tout le monde. Bisous à tous. Salut. Ciao. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.